Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Je voudrais commencer par remercier Raphaël Séminot, qui la semaine dernière a pu me remplacer avec brio dans cette émission. J'ai suivi, émission très calme, et merci à tous, à Raphaël, mais à tous ceux qui ont participé. Bonsoir Michel, comment ça va? Ben, ça va bien, bon. Bien sûr, l'actualité reste toujours dense dans notre pays, aussi bien l'actualité martinico-martiniquaise, si on peut dire les choses comme ça, mais surtout l'actualité internationale avec l'actualité américaine. Hein? Bon. On parlera de ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup Michel. Mathieu, bonjour, merci d'être là. Bonjour, en tout cas ravi d'être là parmi vous. Et puis bon, bien sûr, comme on a dit, une actualité un peu difficile par rapport aux derniers événements, on en parlera d'ailleurs, tout ce qui s'est passé, tout ce qui tourne autour de la violence, même si on a l'impression que c'est récurrent, mais ce sont des actes de plus en plus graves et qui sont de plus en plus difficiles à supporter, en tout cas pour nous en tout cas. Bien. Merci beaucoup Mathieu. Bonsoir Karine Thérèse, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que l'actualité est dense et elle n'est pas très gaie sur certains points. On va commencer par parler des élections présidentielles américaines. Quel est votre avis sur ça? Est-ce que vous y attendiez que Trump puisse passer avec autant de facilité, j'ai envie de dire, face à Kamala Harris? Est-ce que vous avez été surpris? Il y a beaucoup de personnes que j'ai eues au téléphone à Miami, à New York, avec qui j'ai parlé. Ça dépend, mais les femmes trouvent que c'est étrange, mais bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette élection? En tout cas, moi, je ne suis pas surpris du résultat. Après, je pensais que l'écart aurait été quand même moins important. Et là, quand tu parles de femmes, on sait que pour Kamala Harris, par exemple, il y a eu un vote de 10% supérieur des femmes pour elle, ce qui est un peu normal, parce que c'est un peu la cible qu'elle avait prise en luttant contre l'avortement, en essayant d'aider pour accompagner les femmes qui souffrent et dans leur quotidien, notamment aux États-Unis. Mais on voit que ça ne lui a pas permis de faire la différence, parce qu'il y a des communautés, notamment les communautés, on pourrait attendre qu'ils auraient pu la soutenir, ne l'ont pas soutenue, malgré certains propos très graves qu'ont tenus le candidat Trump, en tout cas. Ouais. Quand on va surtout vers, je vais en revenir dessus tout à l'heure, mais je pense qu'on va surtout vers des changements au niveau international et ça risque d'être compliqué, notamment compliqué pour l'Europe, donc avoir des conséquences pour nous. C'est quand on connaît déjà la situation de l'Allemagne, qui est notamment le moteur de l'Europe, qui est actuellement en récession, qui l'an dernier est en récession, cette année est encore en récession. D'ailleurs, a limogé cette semaine son ministre des Finances, le chancelier l'a limogé cette semaine en tout cas, et ce qui fait que ça risque d'être très compliqué quand on connaît les mesures que veut mettre, notamment les mesures économiques que veut mettre en place Trump. 20% de taxes sur l'Europe, 60% sur la Chine, et il parle même de 200% sur le Mexique à côté. Donc, ce qui fait que, mais parallèlement, ça peut se traduire, je pense, par une inflation aux États-Unis. Donc, ça risque d'être compliqué pour lui qui a dit qu'il souhaite lutter contre l'inflation, mais en tout cas, on sent qu'on va vers des mesures de développement économique et que ça va être compliqué pour nous, en tout cas pour l'Europe, mais aussi pour nous. Karine, qu'est-ce que tu penses de son élection et de ses propositions? Eh bien, surprise pas vraiment avec l'évolution de ces derniers jours. Même sur les 2 dernières semaines, les tendances se précisaient. Cependant, extrêmement déçue et extrêmement triste pour les États-Unis par rapport à l'évolution des relations internationales, notamment, mais aussi pour les droits humains, pour lesquels Trump a peu de considération, en tout cas, contrairement à Kamala Harris. J'ai beaucoup de peine. Et c'est que je suis écologiste, donc je suis obligée d'avoir une pensée concernant l'évolution du climat. Quand Donald Trump a dit il y a quelques années qu'il était climato-sceptique parce que quand il fait chaud, il suffit de mettre la clim et quand il fait froid, il suffit d'allumer la cheminée. On se rend compte des limites de son raisonnement et de sa compréhension du réchauffement du climat et surtout de l'incidence des activités humaines sur l'évolution de toute la planète. Donc forcément, c'est gravissime pour la suite des événements. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu penses de cette élection de Trump déjà?
Bon, moi, j'avoue que j'ai été surpris par je n'ai pas été surpris que Trump l'emporte, parce que l'évolution de la société américaine portait dans cette direction. Mais je suis surpris de l'ampleur de l'écart avec Kamala Harris. Mais je n'ai jamais douté que Kamala Harris avait deux défauts. Premier défaut, c'est d'être noir. Le deuxième défaut, d'être femme. Je n'ai jamais pensé que le peuple américain était capable d'accepter une présidente à la fois noire et femme. Bon, mais ceci dit, le résultat est ce qu'il est, et sur quoi il faut s'interroger, c'est ce qu'il traduit. Alors, il traduit, c'est qui c'est, Trump? C'est un type xénophobe, ok? C'est-à-dire qu'il reprend les thèmes de toute l'extrême droite mondiale, notamment en France. La cause des difficultés, c'est l'immigré. Deuxième chose, un discours simpliste. Alors, nous avons connu ça en Martinique d'ailleurs, discours simpliste. Bon. Type gilet jaune. Ok? Bon. Ça s'appelle le populisme. Bon. Dire ce que les gens ont envie d'entendre. Bon. Et enfin, c'est un discours néo-fasciste. Alors, ça peut paraître gros, mais je vais vous lire l'appréciation que porte un ancien conseiller de Trump, John Kelly. Ancien chef de cabinet de Trump lui-même, chef de cabinet, hein? Bon. Et général de corps de marine à la retraite. Il dit ceci: eh bien, si on regarde la définition du fascisme, il s'agit d'une idéologie et d'un mouvement politique d'extrême droite, autoritaire et ultranationaliste, caractérisé par un chef dictatorial, une autocratie centralisée, le militarisme, la suppression forcée de l'opposition et la croyance en une hiérarchie sociale naturelle. Par conséquent, c'est ça en face de quoi nous trouvons. Donc, nous sommes, je l'ai souvent dit ici, nous sommes dans une situation qui ressemble, il a décrit un peu la crise européenne, qui ressemble aux années 30. Une crise sociale, économique, et nous avons appris à nos dépens que quand le capitalisme n'arrive pas à maintenir le pouvoir de la bourgeoisie, des classes dominantes, avec des institutions démocratiques, avec au moins une apparence de démocratie, d'élections, etc., eh bien, il passe au stade supérieur, n'est-ce pas, à la suppression des apparences de la démocratie, c'est-à-dire le fascisme. Bon, donc, alors, j'ajouterai une chose, c'est que une des raisons, il y en a beaucoup, qui a été avancée par le succès de Trump, c'est que Trump est arrivé, comme Marine Le Pen en France, à capter le vote des classes populaires. Les classes populaires ont subi, il y a 2 ans, 3 ans, une inflation importante. Alors l'inflation a augmenté de 58%, mais les salaires n'ont augmenté que de 27%. Ce qui fait que, c'est un peu ce qui s'est passé ici, en Martinique. Hein. Bon. Seulement le problème, c'est que après la situation, l'inflation a diminué. Donc ce qui fait que Biden et Kamala Harris se sont dit, mais l'économie est en bonne santé. Mais le problème, le ressenti de la population et la mémoire des gens, c'est la mémoire de l'inflation et de la baisse de pouvoir d'achat. Et par conséquent, Trump s'est présenté comme celui qui allait défendre le pouvoir d'achat
des classes laborieuses, alors, les ruraux, toute une partie de l'Amérique qui a été désindustrialisée, notamment à Philadelphie, etc. Donc, c'est une des explications. C'est une des explications de la victoire de Trump. Mais, comme l'a dit le Cordémy, la question, c'est de savoir quelles sont les conséquences sur le plan économique, politique, etc., dans le monde. Voilà. Mais quand même, lorsqu'on voit le score de Trump, lorsqu'on voit les gens qui ont voté pour lui, il a dit que les Haïtiens mangent des chats, mangent des chiens. Ça n'a pas empêché aux Noirs de voter pour lui. Certains Noirs. Certains Noirs ont voté pour lui. Ça, bon. Là, les Américains latinos, malgré qu'un des conseillers de Trump a dit des bêtises sur les latinos sur Porto Rico. À Porto Rico. Mais lui-même, quand il était ministre, quand il y avait une tempête à Porto Rico, jetait pour les gens les vivres, les trucs, et sans se moquer. Et il avait réduit les dotations d'ailleurs. Malgré toutes les personnes qui ont été interpellées dans les discours de Trump, mais il a su parler à une population que les autres candidats ne savent pas parler. C'est un peu ça qui se passe en France. Lorsqu'on voit comment Marine Le Pen, tout le monde dit pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen, et qu'on voit le nombre de voix qu'elle fait, et elle est peut-être la prochaine présidente française, il faut bien qu'on réfléchisse à tout ça. Ce qui s'est passé avec Trump risque de se passer avec la France. Effectivement, et d'ailleurs, on voit qu'actuellement, même en Martinique, on vote quand même pour Marine Le Pen et consorts. Oui. Donc, dans nos territoires, de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une chose aussi, effectivement, tu l'as dit, les minorités ont voté beaucoup pour Trump, mais il y a eu beaucoup de désinformation, notamment sur Kamala Harris, qui a eu d'ailleurs que 100 jours à peu près de campagne, mais les réseaux sociaux ont joué un rôle très important, notamment il a eu des soutiens, avec des financements, avec beaucoup de fake news qui circulaient en permanence, et notamment l'intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle. On faisait dire à Kamala Harris, pour en tout cas ceux d'un côté, on lui faisait dire des choses contraires, parce que pour capter un certain électorat dans un État, et pour capter un autre électorat dans un autre État qui avait une autre sensibilité, on leur faisait dire autre chose. On n'a pas, pas ça. Nous, on n'a pas encore vraiment subi ça dans une élection ici, mais ça s'est joué beaucoup aussi à ça aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on prend votre visage, pour simplifier, et on vous fait parler, dire autre chose que ce que vous pensez. Et les gens pensent que c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas une information correcte en face. Il y a toute une partie du peuple américain pour qui Trump a pu parler, a pu persuader de voter pour lui. C'est tout bête. Je vois que Trump a été dans un fast-food avec son tablier pour servir les gens. Je vois qu'il était dans une voiture de ramassage des ordures. Obama l'a fait aussi, ça. Oui, mais la différence qu'il y a, c'est que tout le monde sait que quand Trump fait ça, c'est du cinéma, parce que c'est surjoué, que c'est exagéré. On sait très bien que Trump, ce n'est pas quelqu'un ni qui est simple, ni que quoi que ce soit. Et les Américains, ils le savent. Ce qui a fait qu'ils ont voté pour lui, il y a différentes choses. Notamment, il a parlé de réindustrialisation. Il a été très loin à ce niveau-là. Il a parlé aussi de supprimer, par exemple, l'ensemble des normes, qu'il va baisser les impôts, parce que effectivement, les impôts sont très importants aux États-Unis, qu'il va supprimer toutes les normes, qu'il va relancer l'économie, parce que c'est vrai que l'économie est un peu au ralenti aux États-Unis depuis quelque temps, et que depuis le Covid, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et leur activité, et il leur a vendu du rêve, simplement. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il leur a vendu du rêve à ce niveau-là. Et aussi que par rapport à la conjoncture internationale, c'est lui l'homme de la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il s'est présenté aussi comme l'homme de la paix. Oui. Alors, si tu permets, Michel, on va saluer ton maire qui vient d'arriver. Tout à fait, moi, je le salue. Il est là, ici, en tant que maire, en tant que président du Parti progressiste martiniquais, ou les deux en même temps? Dans les deux cas, c'est ton maire. Non, en tout cas, je m'adresserai à lui essentiellement en tant que maire, accessoirement en tant que président du Parti progressiste martiniquais. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, désolé du retard. Merci à Zouk TV de l'invitation. Et puis bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs et puis aux chroniqueurs. Alors, on avait déjà commencé. Le sujet numéro 1, c'était autre chose, mais je me suis dit que j'attends pour en parler avec vous, parce que cette fusillade mortelle au quartier du Fouillalais à Rivière-Roche, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? J'ai écouté un petit peu votre conférence de presse, mais si vous avez des faits nouveaux.
Non, j'ai pas de faits nouveaux, j'ai pas de pouvoir d'investigation à ce niveau-là. Ce que je sais, ce que je constate, déjà apporter mon soutien aux familles qui sont victimes, aux riverains aussi, hein, qui sont victimes. On a mis en place une cellule d'écoute et d'accompagnement psychologique pour les riverains, avec les professionnels du SAMU médical d'urgence, médico-psychologique. Ozanam l'a fait aussi, a aussi mis en place une cellule d'écoute, parce que ce qui s'est passé est très, très violent. Ça se passe en début de soirée, hein, et donc ça a un impact sur la famille qui est touchée, mais également sur les riverains. C'est la matérialisation, c'est un énième fait qui démontre la grande circulation des armes sur nos territoires. Des armes automatiques, hein, des armes de guerre. Il y a des armes automatiques, des armes de guerre, des armes de toute nature qui sont en grand nombre sur le territoire, qui sont utilisées, de plus en plus utilisées. Donc on est désinhibé par rapport à ces questions-là, qui démontrent aussi que ce trafic d'armes, ce trafic de cocaïne, de stupéfiants ne ralentit pas sur le territoire de la Martinique, et que les mesures qui sont prises par l'État sont encore insuffisantes pour assurer la sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors on attend des radars, on attend des drones, mais ça prend du temps. On attend des renforts de police, parce qu'il faut des renforts de police, il faut des renforts d'investigation, il faut des renforts au niveau judiciaire pour pouvoir suivre et traiter les affaires. C'est un phénomène qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur. C'est une violence de plus en plus forte dans notre société, et il faut que le problème soit pris à sa juste mesure, parce que même le collège Génie Alpha, le collège Dillon 2, a dû mettre en place une cellule d'écoute pour les collégiens, parce que dans le voisinage, dans l'entourage, il y a des enfants qui sont concernés. Les pompiers qui sont intervenus, qui sont venus sur la scène pour pouvoir porter secours aux victimes, les pompiers eux-mêmes sont... on a fait appel à un soutien psychologique pour les pompiers, et on s'interrogeait sur le besoin de mettre en place un soutien pour les familles des pompiers. Alors pour ceux qui nous regardent, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu ce qui s'est passé? Combien de morts? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fusillade, ça voudrait dire qu'on a riposté. Il y a des personnes qui ont fait irruption dans un appartement dimanche soir, et qui ont ouvert le feu sur un certain nombre de personnes, qui ont deux jeunes de 20 ans et de 15 ans, blessant grièvement trois personnes, dont un bébé. C'est-à-dire tout ça se passe dans une même pièce, dans une chambre, et donc c'est dire la violence de la scène, des actes qui sont perpétrés, et de la scène. Et donc c'est dire quand vous arrivez là, quand vous entendez ces tirs qui sont opérés dans le bâtiment, c'est tout le voisinage qui est impacté, et c'est un élément de plus qui révèle la circulation de ces armes, l'extrême violence qui gagne, et une violence organisée, une criminalité organisée, où on n'hésite pas à tirer, on n'hésite pas à tuer. Ça, c'est pas nos valeurs, c'est pas la Martinique. Et donc, je l'ai dit, je le redis, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut des moyens de lutte contre cette violence-là, mais il faut aussi des moyens de prévention sur les questions de trafic de stupéfiants. Moi, j'ai demandé à l'occasion de la table ronde sur la vie chère, mais qu'on mette en place un plan d'accompagnement des jeunes. On veut changer de modèle économique, on veut faire baisser le coût de la vie en Martinique. Il faut travailler sur la question de la rémunération des salaires, sur la question de l'emploi et de l'activité, et en particulier de l'activité d'une partie de notre jeunesse qui se sent de plus en plus exclue de la société. Et tout ça, ce sont des éléments de prévention. Il faut remettre des moyens à la disposition des associations qui interviennent dans les quartiers. Est-ce qu'il reste encore sur le territoire de la Martinique des gendarmes venus de France, mais ces gendarmes, où est-ce qu'ils sont repartis déjà? A priori, ils sont repartis.
Mais on mélange les choses. Là, quand on parle de CRS, on parle de garde mobile, on parle d'escadron de gendarmes venus en renfort. Ce sont des personnes qui viennent sur le maintien de l'ordre public. Ce ne sont pas des gens qui viennent sur le trafic de drogue, ce ne sont pas des gens qui viennent sur le trafic d'armes, ce ne sont pas des gens qui viennent traquer des délinquants et des criminels. Ce sont des gens qui viennent faire du maintien de l'ordre public, avec les méthodes qui sont les leurs, sur lesquelles on peut discuter. Mais leur rôle et leur mission, ce n'est pas de travailler sur la problématique de fond du trafic de stupéfiants et du trafic d'armes en Martinique. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc il faut que chacun, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, en quoi on peut intervenir, comment on peut intervenir, comment on peut lutter individuellement et collectivement face à ce phénomène-là. Pendant qu'on est là en train de parler, demain, on va avoir à Marseille le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui vont se déplacer sur la ville de Marseille, qui est le symbole français des problématiques de narcotrafic et de la violence qui accompagne ce trafic-là, une violence de plus en plus décomplexée, pour pouvoir annoncer des mesures, je suppose, qu'ils vont annoncer des mesures, pour pouvoir se pencher sur la question de la violence, de l'ultra-violence liée au trafic de stupéfiants et au trafic d'armes. Mais ce qui se passe à Marseille et ce qui se passe ici, on s'en rend bien compte qu'on est on est sur une île, on est dans un milieu clos, physiquement clos, et que les impacts, les répercussions sont encore plus importants. Et il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'État. Moi, je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas d'interpeller le ministre de l'Intérieur depuis que je suis maire et que je constate qu'on a un problème, à la fois sur le volet répression, mais aussi sur le volet prévention, sur le volet politique de la ville. On a exclu des quartiers entiers, comme Floréal, comme Dino, de la politique de la ville depuis 2015. Et quand vous faites ça, vous privez les associations de moyens d'intervenir dans les quartiers. Et on a vu, et on voit la dévitalisation progressive du tissu associatif. Alors, Karine, est-ce que tu peux intervenir pour nous parler est-ce que tu as entendu parler de cette histoire, cette fusillade mortelle? Oui, bien entendu. C'est particulièrement triste. Je crois qu'on a franchi un cap en termes de violence en Martinique. Bien entendu, toutes les violences, quelles qu'elles soient, sont contestables. Et c'est très significatif du fait que les armes circulent en grand nombre en Martinique et puis sont de plus en plus accessibles. Je me demande si, la surveillance aussi de nos côtes n'est pas faillible, puisque logiquement, il n'y a pas de fabrique d'armes. Non, mais on sait, c'est un gruyère. Il n'y a même pas de fromage autour des trous. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de fabrique d'armes en Martinique. S'il y a autant d'armes, elles arrivent, je pense, plus par la mer que... Je suppose qu'il y a des contrôles aériens drastiques. Donc, je présume que ça arrive par la mer. Et si ça arrive par la mer, peut-être qu'il faudrait renforcer la sécurité côtière. Ne serait-ce que par rapport à l'arrivée de la drogue, ne serait-ce que par rapport à l'arrivée des armes... Alors, à l'époque, l'ancien maire du Vauclin, il était aussi conseiller général ou régional, il disait pourquoi ne pas employer les militaires pour pouvoir surveiller un petit peu les côtes de la Martinique. Parce que nous sommes une île et les policiers de la PAF, tout ça, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Oui, Mathieu. Je voulais justement répondre à ça, dire qu'il y a 2 radars qui sont déployés. C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années, ça fait près de 5 ans qu'on nous annonce ces radars-là. DJ Laguerre, maire de Fort-de-France, qui est là, vous allez taper sur Google, vous allez rechercher, vous allez voir au moins une dizaine d'interventions de DJ Laguerre auprès des différents ministres pour alerter sur la situation. Notamment, il a même conduit des délégations avec l'ensemble des parlementaires, etc. à l'époque, à ce sujet. Pour, comme il a dit, demander des moyens supplémentaires pour tout ce qui tourne autour de la sécurité, mais pas seulement autour de l'insertion aussi. Et ça, c'est très important. Mais c'est vrai que 23 homicides depuis le début de l'année en Martinique, dont 16 par tir par arme, c'est quelque chose de grave et de terrible. Et les derniers événements qui se sont passés sont vraiment... Il y a de quoi
dire qu'il faut que ça suffit, que ça fait moi en tout cas plus de 20 ans que je connais des élus qui se battent pour ça. Le DJ Laguerre depuis plus de 10 ans il se bat pour ça, j'ai vu qu'il a déjà fait de multiples interventions, mais le gouvernement n'a jamais mis de vraie politique à ce niveau-là. Donc là c'est vrai qu'on annonce bientôt enfin des radars, on annonce des drones, il y en a un, la CTM d'ailleurs a même voté pour pouvoir mettre en place un drone supplémentaire parce que les choses ne bougent pas, parce qu'il s'agit de nos enfants, de nos frères et sœurs en Martinique. Donc il faut vraiment que les choses bougent et changent. Mais c'est vrai qu'on attend les réponses du gouvernement. Mais j'insiste beaucoup. C'est peut-être une déformation. Il faut de la répression. Il faut contrôler les côtes. Il faut contrôler l'arrivée. Mais il faut de l'activité. Il faut de l'insertion. Il faut des moyens pour accompagner les associations qui interviennent dans nos quartiers, de la ville, mais dans les quartiers d'une façon générale, qui interviennent et qui font une transmission de valeurs, une transmission de repères, une mise en activité, et qui permettent aussi d'offrir des débouchés. Quand vous supprimez les emplois aidés dans le tissu associatif, vous appauvrissez le tissu associatif. Et donc, vous appauvrissez la capacité à répondre collectivement aux besoins d'insertion. Et quand je parle d'insertion, je ne parle pas que d'insertion économique. Je parle d'insertion tout court dans la société. Et ce modèle qui fondait la société martiniquaise, mais ce modèle est en train de s'effriter parce que ces associations ne reposent plus que sur du bénévolat. Et un bénévolat de plus en plus âgé, vieillissant. Michel. Et donc elle s'essouffle. Est-ce qu'il est trop tard pour essayer de faire... Il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Ce que dit le maire... C'est pas une fatalité. C'est le signe de la déliquescence de la société martiniquaise. Bon. Mais que faire pour essayer d'éviter ça? Moi je crois que c'est comme pour le problème de la vie chère. Hein. Il faut d'abord prendre des mesures d'urgence. L'urgence, c'est la répression. C'est le contrôle. C'est donc doter les services. Bon, je prends l'exemple. Il se trouve que je connais un petit peu plus familial la douane. La douane n'a pas les moyens. Faut pas dire ça fort. Faut pas donner le nombre de jours qu'ils peuvent sortir par semaine. Faut pas dire ça. Et le temps qu'il faut pour emmener un bateau de la douane pour aller faire un contrôle. La douane connaît bien la problématique du narcotrafic. Elle sait très bien. Elle sait très bien ce qu'il faudrait faire. Bon, c'est un service qui a été qu'on a réduit à la plus simple expression. Bon, parce que faut pas quand même détacher cela des politiques générales qui ont visé à dégonfler la fonction publique, qu'elle soit fonction publique policière, qu'elle soit la douane, c'est le ministère de l'économie et des finances. Bon, je ne parle pas des autres administrations financières, comme la direction de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, qui a été aussi démantelée. Bon, c'est ça. Bon, à partir du moment où tu mènes des politiques qui consistent à diminuer, on va en parler tout à l'heure, à diminuer les recettes et pour augmenter les revenus les plus riches, bon, quelque part, c'est ça. Alors, le fond du problème, moi je vois le compte-rendu de France Antilles. France Antilles dit, c'est un commando, 4 individus arrivés à moto, munis d'armes automatiques. OK? C'est-à-dire que... Et ils ont tué 2 victimes, l'une de 15 ans et l'autre de 20 ans. 18. Bon. Donc, on est, comme dit Karine, on a passé un cap. C'est pas une bagarre de quartier comme on avait, mi-moi, mi-ou, mi-maman, moins. C'est ça, nous te connaître. Avec des roches. Avec des roches. C'est plus ça. Bon. Et derrière, il y a certainement une histoire de contrôle de part de marché de la drogue. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que, d'accord, j'entends tout ce que vous dites, hein, mais est-ce que ça ne va pas plus loin que ça? Alors, j'y viens. Ceux qui connaissent la situation disent qu'il y a, compte tenu de la désocialisation d'une grande partie, je vous donne un chiffre quand même, les NITS, les jeunes qui sont
sans emploi, sans éducation, etc., etc., Qui sont ni en emploi, ni en études, ni en activité. ni en activité. Ni en parcours On d'insertion. appelle Qui ça les sont, NEETs. Bon. Ils sont 29% de 15 à 34 ans, et ils sont 13% en France. Donc, je donne un exemple. Je n'ai pas toujours comparé avec la France, parce que la France est un pays développé, industrialisé. Mais enfin, quand même. Et quand même. Bon. Donc, c'est ça la situation. Donc, comme l'a dit Didier Laguerre, il y a d'une part la question policière, la question judiciaire aussi derrière. Quand on arrête les gens, il faut traiter les affaires sur le plan judiciaire. Il faut que les magistrats... Bon, je me suis laissé dire qu'il n'y a même pas suffisamment de greffiers pour taper les jugements au tribunal. Les juges prennent des décisions, pas ni même pour taper. Bon, alors, c'est ça la grande... Mais on dit aussi qu'il n'y a pas de place en prison. Bon, puis en plus... Alors pourquoi les maires, de manière générale, refusent d'avoir une prison chez eux? Ah ben ça, c'est un autre problème, ça. Bon. C'est un problème qui fait qu'il n'y a peut-être pas assez de jugement Ça, c'est pour vrai. envoyer les gens en Mais, prison. Non, c'est pas ça le j'insiste premier beaucoup. problème. Oui, il faut des places en prison. Oui, il faut de la répression. C'est la réponse d'urgence. Mais c'est comme prendre du Doliprane, de l'Efferalgan quand tu as mal à la tête parce que tu as une maladie. Tu traites le symptôme, tu ne traites pas le problème. S'il n'y a pas de prévention, et de plus en plus tôt, quand je parle de prévention de plus en plus tôt, aujourd'hui, la prévention, il faut la faire dans les écoles primaires, pas dans les collèges et les lycées. C'est déjà un peu tard. Exactement. S'il n'y a pas de prévention, s'il n'y a pas de moyens d'accompagnement associatif, si on n'accompagne pas les politiques culturelles, les politiques sportives, si donc on n'accompagne pas ce qui permet de s'insérer dans la société, de participer à la vie de la société, si on n'accompagne pas la possibilité de mise en activité, on ne voit pas de perspective à nos jeunes. Et donc on crée les conditions pour qu'ils soient tentés, pour qu'ils soient aspirés vers des activités illégales, de commerce illégal. Et surtout pour des gains d'argent. Pour des gains qui sont quand même facile. non négligeables. Et au final, on crée les conditions du développement du trafic de cocaïne, du trafic d'armes et de la violence qui l'accompagne. En plus, je me permets d'ajouter Après, je ceci. reviens vers toi, Karl. Pardon. Vas-y. En plus, nous sommes dans une société, parce que ça nous rejoint, quelque part ça rejoint le problème de la vie chère, nous sommes dans une société qui offre toute la panoplie de la consommation des pays capitalistes les plus développés. C'est-à-dire que nous avons ici tous les objets de consommation qu'une bonne partie de la population, auxquels la bonne population n'a pas accès. n'a pas les moyens d'avoir accès. Les moyens d'avoir accès. Donc, les types, le moyen le plus court, c'est le trafic de drogue pour avoir tout de suite ces moyens-là. Et ce que me disent les gens qui connaissent bien le problème, c'est qu'on a déjà une partie. Parce que ce qui est grave, il y a déjà des fractions de la population martiniquaise qui vivent du trafic de drogue. Absolument. Bien sûr. Qui vivent Absolument. bon, je ne veux pas dire quelle partie de la population, mais il y en a déjà. Donc, la gangrène est déjà dans le pays. Ok. Ah oui. Alors, j'ai deux choses à dire en particulier. C'est que dès lors qu'on est exposé à davantage de pauvreté, on est dans des situations précaires. Bien entendu, ces enfants-là ont des écrans, ils voient comment les autres vivent dans l'opulence, parce que bien entendu, c'est plus agréable de voir l'opulence sur les écrans que de montrer la pauvreté et la précarité. Donc, ils ont l'impression, en s'identifiant à ce qu'ils voient à la télé et autres, que c'est ça la vie, que c'est une vie de facilité et que eux, ils sont privés de ça par rapport à leur milieu. Donc, ils vont rechercher coûte que coûte, à obtenir ce qu'ils n'ont pas. Donc, ça leur permet d'être attirés par l'argent facile. Et donc, du coup, les freins moraux se font de moins en moins puissants en fonction de la précarité à laquelle ils sont exposés. Je tenais à le dire parce que c'est le cas dans tous les pays du monde. Hein. Ce n'est pas qu'en Martinique. Dès lors qu'on est plus exposé à la pauvreté,
il y a cette volonté-là de faire de l'argent facile et donc de la violence qui accompagne ce contexte-là. Et puis, je voulais donner une information aussi. Durant les élections européennes, il y a eu un certain nombre de candidats qui ont défilé en Martinique. Dans le cadre de la protection de nos côtes, on a reçu des députés européens, notamment dans le sud de la Martinique, pour lesquels on leur a signalé le mouillage sauvage, dont on vit sur la terre, mais on ne se préoccupe pas toujours de ce qui se passe autour. Et il y a énormément de bateaux qui viennent en Martinique chaque année. Personne ne sait qui il y a dessus, combien de jours ces gens-là restent. Et nous, la Martinique, c'est la seule île de la Caraïbe où les gens viennent mouiller. On ne sait pas qui est là, qui n'est pas là. On ne sait pas combien de temps les gens restent. On ne sait pas s'il y a du trafic sur les bateaux parce que l'on met pas ni branche sasier pas ou je sais pas qu'à fait mal. Et donc, ça aussi, il faudrait contrôler parce que quand on navigue, on sait très bien que quand on arrive dans des eaux internationales, la douane vient faire une visite de courtoisie pour demander une rétribution. Et avec cet argent-là, on avait calculé parce qu'on travaille aussi sur ces questions-là de protection de l'environnement. Je ferme la parenthèse parce qu'il y aurait beaucoup à dire, notamment il ne nous reste plus que 3% de nos coraux à cause du mouillage sauvage, bref. Mais au-delà de cela, on avait calculé que pour la ville de Sainte-Anne, si on taxait chaque bateau à 20 € par jour, ça rapporterait près de 7 millions d'euros à la ville de Sainte-Anne. Alors qu'on sait très bien que dans certaines îles, ça peut être beaucoup plus cher. Et comme ils viennent déposer leurs déchets sur la terre sans payer de taxes d'ordures ménagères ni quoi que ce soit. Ou faire de l'eau. Ou casser des robinets communaux pour eh bien, écoutez, il y aurait moyen de rapporter beaucoup d'argent à la Martinique en contrôlant davantage ce qui se passe aux abords de nos côtes. Alors, quand on voit en France que ce sont des gamins de 12-13 ans qui font le guet pour pouvoir permettre aux plus grands de vendre leur drogue. Des gamins, parce que aussi on sait que lorsqu'on tient des gamins, par rapport à certaines lois, eh ben, ils ne risquent rien du tout. Les lois pénales. Voilà. Donc, c'est un engrenage, c'est de ne pas en trouver l'impression qu'il faut essayer de prendre ce problème. Puis je voulais juste dire que tu as parlé tout à l'heure de prison, je veux juste rappeler que dans les 12 mois, ceux qui sortent de prison, le taux de récidive est de 31%, voire de 40% des fois. Donc ce qui fait qu'il faut faire très attention. Quand on parle de prison, il ne suffit pas de mettre les gens en prison, mais il faut préparer leur sortie. Et c'est d'ailleurs pour ça que la collectivité travaille sur ce qu'ils appellent l'école de la troisième chance, pour aider, accompagner davantage au-delà du travail que mènent déjà les unités du STIP, etc., qui accompagnent les sortants de prison, mais compte tenu que ce n'est pas obligatoire, donc ce qui fait qu'il y a des détenus qui refusent d'être accompagnés après leur sortie notamment dans un parcours d'insertion, et il y a un travail très important, et c'est pour ça que d'ailleurs que le maire de Fort-de-France parle de tout ce qui tourne autour de l'insertion, parce qu'il n'y a rien de plus important, parce qu'on pourra mettre autant de personnes qu'on veut en prison, mais ils vont récidiver tout de suite si on ne leur donne pas une chance de se réinsérer dans la vie et d'avoir... Voilà. Si on ferme la porte de l'insertion dans la société, on contraint à prendre d'autres voies. Et ces voies se radicalisent. Et donc, moi, j'insiste beaucoup, il faut des moyens de répression. Moi, je vais partir à Bruxelles. J'ai invité les maires de France urbaine à venir en Martinique, travailler sur les questions de sécurité. Qu'ils prennent conscience, parce qu'ils sont à 8000 km. Ils ont du mal à percevoir, à appréhender ce qui se passe chez nous. C'est comme nos ministres, c'est pas seulement... Oui, mais justement, nos ministres ont du mal à appréhender. Les associations d'élus sur le territoire français ont tout autant de mal à appréhender. Et donc, ils vont faire du lobbying. Mais ils vont faire du lobbying pour les collectivités qui sont en France. Bien sûr. Et en oubliant ce qui se passe en Outre-mer, en oubliant que la drogue, elle rentre par chez nous, il faut aller chez eux. Donc s'ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe ici, ils auront du mal à juguler le phénomène chez eux. Et j'avais interpellé en disant, personne ne se préoccupe sérieusement de ce qui se passe chez nous, vous serez confrontés dans quelque temps, dans les villes moyennes, à l'extension du trafic de drogue. On raisonne toujours comme si c'est l'affaire de Paris, de Marseille, de Lyon, des grandes métropoles. De Bordeaux, de certaines villes. C'est l'affaire de Fort-de-France, du Lamentin, parce que c'est là que c'est concentré. Et on s'est rendu compte au fil du temps que ça atteint toutes les communes de la Martinique.
Et on se rend compte que ça atteint aujourd'hui des villes de 10 000, de 15 000 habitants sur le territoire français. Okay. Donc, je les ai interpellés sur ça. Ils sont venus ici. J'ai adhéré à une association qui travaille sur les problématiques de sécurité au niveau européen. Et fin novembre, il y a un colloque organisé par l'Union européenne sur les questions de violence qui accompagnent le narcotrafic. De façon à faire... Mon objectif, c'est de vraiment faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène en Martinique et de l'impact que ça a sur un pays de 350 000 habitants. Et donc, à court terme, on va avoir une société qui est complètement minée, gangrénée, comme Michel dit, par ce phénomène de trafic et de violence qui l'accompagne. Et donc, il faut des moyens de répression, il faut des moyens de contrôle de l'accès de nos côtes, de l'accès au territoire, mais il faut aussi, et davantage encore, d'accompagnement à l'insertion de ceux qui sont déjà impliqués dans les problématiques de trafic, mais à l'insertion aussi de ceux qui ne le sont pas encore. Et j'insiste beaucoup, quand vous avez des associations qui n'ont que des bénévoles, qui ont une moyenne d'âge de 60-65 ans et qui le font depuis 40 ans, fatalement, l'énergie diminue, la capacité à accompagner diminue, la capacité à encadrer des jeunes diminue. Et donc, même la capacité à entrer en relation avec ces jeunes, elle diminue parce que les codes, les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Et en même temps, on n'offre pas de perspective d'insertion à travers ces associations aux jeunes. Et donc, on se retrouve, par exemple, un quartier comme Floréal, qui est sorti de la politique de la ville en 2015, donc du soutien apporté aux structures associatives, et un quartier qui se dévitalise en matière de lieux de cohésion, de lieux d'échange, de lieux de partage, de lieux d'échange intergénérationnel. On a les associations qui s'éteignent au fur et à mesure. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sont livrées à elles-mêmes. Et il y a de quoi t'inquiéter à l'avenir. C'est quand on voit le projet de loi de finances du gouvernement actuel, et quand il parle de diminuer sur les emplois aidés, par exemple, et notamment diminuer aussi sur les aides pour accompagner tous les jeunes en insertion, toutes les entreprises, ça va être très compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. Moi, ma vision des choses, c'est que tout l'argent qu'on va investir dans l'éducation, dans la formation, dans la culture, dans le sport, dans l'insertion, c'est de l'argent qu'on n'aura pas investir en sécurité, en répression, en traitement social du chômage et de la pauvreté. Mais ça n'a pas la même temporalité. Ben non, mais ça n'a pas la même temporalité. Mais si on se contente de courir après des trafiquants d'armes, en laissant se développer le terreau du trafic de stupéfiants, c'est laver nos mains sur la terre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre risque que la population, à force, crée des milices pour se défendre? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas augmenter le niveau de violence. Ça, c'est clair. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas augmenter le niveau de violence. Et donc, la violence armée sera notre mode d'expression. C'est pas nos valeurs, c'est pas nous, ça. Tout à l'heure, nous parlions des États-Unis. C'est pas ça. Mais on a un exemple, les États-Unis. En plus, les États-Unis, c'est exactement ça. Mais tu as aussi un exemple aux États-Unis, et pourtant, je ne suis pas forcément ultra-libéral, hein. Mais tu as aussi un exemple aux États-Unis où des politiques publiques qui ont été menées sur la ville de New York a permis de faire baisser la ville de New York et l'État de New York a permis de faire baisser le niveau de délinquance et de violence dans la ville. Ce n'est pas une fatalité, mais ça veut dire que tu ne peux pas te contenter de dire c'est l'affaire de X, de Y, de Z, c'est notre affaire à tous. Alors, puisque vous parlez de New York, nous étions en train de parler de l'élection américaine. Quel est votre avis sur l'élection de M. Trump? C'est une élection soviétique, j'ai envie de dire. J'ai du mal à me dire que c'est le choix que les Américains ont fait. Je n'arrive pas à comprendre que les Américains, qui se veulent être la première démocratie au monde, qui se veulent donner des leçons de démocratie à tout le monde, des leçons de civilisation à tout le monde sur la planète, placent à leur tête un homme politique, M. Trump, qui a démontré son manque d'humanisme, son manque de considération pour la nature humaine, son rejet de l'autre, son esprit de fermeture, de manque de considération, y compris pour la femme.
C'est même pas uniquement ceux qui ne sont pas américains, ceux qui sont pas qui ne répondent pas à certains critères, y compris pour la femme, et qui a démontré son mépris pour l'autre. Et c'est lui qu'on va placer à la tête de la première démocratie, je ne sais pas, mais de la première ou de la deuxième armée au monde. Et bien qu'il prétende ramener la paix, il a plutôt des attitudes et des décisions va-t-en guerre. Et donc, je ne comprends pas que le peuple américain ait fait ce choix-là. Maintenant, c'est leur choix, il faut le respecter. Hein. C'est ça la démocratie, respecter leur choix. Mais il faut s'interroger. Nous, il y a un vieux proverbe qui dit « les bas camarades du fait vous étant ». Il faut s'interroger sur les motivations profondes qui ont conduit les Américains à faire ce choix-là. Donc, c'est aussi à faire un choix du rejet de l'autre, de l'exclusion, du renfermement sur soi. Okay. Et donc, il faut s'interroger sur ça parce que on n'est pas à l'abri. Quand on regarde les dernières élections, on regarde les résultats du Rassemblement national et en particulier ici en Martinique, on n'est pas à l'abri d'un basculement de ce type en France. Oui, Karine, et ensuite on passe sur un autre sujet. Alors, je vais rebondir sur ce que le maire de Fort-de-France a dit. Oui, il nous faut travailler sur notre capacité à choisir nos représentants. Donc ça, c'est très important hein, parce qu'en termes de représentativité, ça fait tout pour l'avancée de la société. Et puis, Trump donne beaucoup de leçons, notamment sur la paix, etc. Mais il est soutenu par la NRA. Et c'est le lobby des armes. C'est quoi c'est l'organisation des fabricants d'armes. Voilà, exactement. tout à fait. Il est largement financé par eux d'ailleurs. Et ce qui est contradictoire, c'est qu'il est également soutenu par les évangélistes, par les mormons également. Et donc on se dit, mais c'est quoi le rapport entre tout ça ce n'est pas cohérent. Cependant, ayant beaucoup de soutien et ayant beaucoup de relations, et étant déjà très riche avant d'être président, ça aussi, ça joue dans l'inconscient collectif pour susciter l'admiration. Et comme il a du charisme malgré tout, ben, en tout cas, ça a suffi pour qu'il puisse... Puis je me suis quand même interrogé sur la capacité du peuple américain à élire à sa tête une femme noire. C'était ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, moi, mais alors, le New York Times, paraît-il, il y a ça aussi, hein, qui est un grand journal américain qui est plutôt classé, disons, à gauche. Le New York Times a dit que ce n'est pas Trump qui a été élu, c'est Jésus. Moi, je voudrais simplement dire, quand on parle de démocratie, quand on voit ce qui s'est passé au Capitole, la dernière fois, notamment Trump, qui ne reconnaît jamais sa défaite, comme l'a fait d'ailleurs Kamala Harris, même si elle a pris un jour pour pouvoir intervenir. J'ai regretté quand même qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas parlé à ses partisans tout de suite, qu'elle ait pris quand même 24 heures pour le faire. Mais en tout cas, Trump ne l'avait pas fait. Et ce qu'il avait, il a quasiment créé une guerre civile. Et c'est quelque chose quand même de grave que quelqu'un qui ait créé une guerre civile, qui ne respecte pas le choix démocratique, et se retrouve de nouveau à la tête d'un tel pays comme les États-Unis. Bien. Alors, malgré tout ce qui a été fait, les différentes tables rondes, carrées, ovales qu'il y a eu à la Martinique, sur la vie chère, là, il y a surtaxe sur les billets d'avion. Après Air France, Air Caraïbes et French Bee, ils augmenteront leur prix par anticipation. Alors, en fait, ils ont déjà augmenté les prix par anticipation. Je pensais que le combat de la les autres sont en train de le faire. Les autres compagnies sont en train de le faire. Je pensais que le combat de la vie chère, justement, avait donné quelques résultats. Et est-ce que ce n'est pas se moquer du monde que là, ces compagnies d'aviation augmentent leurs tarifs maintenant? Non, ce n'est pas les compagnies. C'est la taxe qui a augmenté. Parlons sincèrement. Honnêtement, dans la loi de finances, ils avaient prévu ça. Et je l'avais d'ailleurs annoncé ici il y a plus de mois. Ils avaient prévu une augmentation des taxes qu'ils appellent la taxe Chirac, qui a été créée en 2006. Elle a été créée pourquoi? Parce qu'il faut que les téléspectateurs savent pourquoi elle avait été créée. Elle a été créée pourquoi? Pour lutter contre les pandémies, notamment ce qui était SIDA, entre autres, dans les différents pays. Malheureusement, elle n'est pas reversée, hein, parce qu'au début, elle rapportait environ 740 millions d'euros l'an dernier. Là, le gouvernement espère la faire passer à plus d'1 milliard en faisant quoi? En faisant passer la taxe sur les billets économiques qui va passer de 7,61 € à plus de 60 €, donc fois 8 fois. Et pour les billets dits en classe affaires, qui vont passer de 60 € à peu près à 200 €.
Donc c'est quelque chose de Oui, mais très est-ce que c'était grave. le Cette taxe moment- va être créée, cette taxe va être créée pour les distances supérieures à 5000 km. Cependant, c'est pour ça que je dis mes précautions, j'avais vu ça dans le projet de loi de finances, plusieurs ministres, et notamment lors des débats sur la loi de finances, ont dit que vraisemblablement, je prends toujours mes précautions, qu'ils ne vont pas, par rapport à la situation, faire en sorte que l'outre-mer soit concerné. Voilà. Pourtant, malgré cette taxe n'a pas été encore mise en application, certaines compagnies, et là c'est l'ensemble des compagnies maintenant qui vont le faire, mettent déjà en application cette taxe. Je trouve ça totalement injuste. Parce que cette loi n'a pas encore été mise en place, elle n'a pas été votée. Pour l'instant, on ne sait même pas ce que ça va donner, ce projet de loi de finances, s'il y aura un 49.3, etc. Mais même s'il y a un 49.3 ou non, que ce soit les parlementaires, que ce soit vraisemblablement le ministre, pour l'instant, même s'il avait évoqué, par rapport au déficit de 60 milliards d'euros ils espéraient récupérer 1 milliard d'euros, les compagnies ont déjà décidé d'aller récupérer de l'argent dans la poche de nous, les Martiniquais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Ils vont la reverser si jamais cette taxe n'est pas appliquée? Ils vont la reverser aux personnes qui ont pris ces billets d'avion? Je trouve ça totalement inadmissible quand on sait qu'on est déjà insulaire. On l'a déjà dit ici que pour la continuité territoriale, l'État met 220 millions d'euros pour la Corse et pour l'ensemble des pays dits des Outre-mer, que 50 millions d'euros. Et ça, c'est totalement inadmissible. Alors, Camille, je vais juste sur ça, rajouter une information. La continuité territoriale pour la Corse, c'est 220 millions pour 160 000 habitants, alors que pour l'outre-mer, c'est 50 millions d'euros pour 1,5 million d'habitants. Donc, le rapport est complètement incohérent. Est-ce que ça veut dire que les OPRAC a échoué finalement dans le combat qu'ils ont mené pour la vie chère? Je ne pense pas Contre la vie chère. Je ne pense pas que le combat soit terminé, ni de la part du OPRAC, ni de la part des citoyens en Martinique, ni concernant nos ultramarins en France qui eux aussi se sont mobilisés. Il faut savoir qu'il y a des think tanks un peu partout où il y a des gens qui sont mobilisés, pas forcément comme durant un mouvement de grève, mais des gens qui s'activent pour proposer des solutions, pour interagir avec les sphères du pouvoir, pour permettre déjà avant cette taxe-là, avant l'évolution de cette taxe, pour que ça puisse évoluer. Mais en plus de ça, il y a des gens qui travaillent toute l'année à des solutions pour rendre la vie, le développement des Outre-mer plus efficient. Donc, est-ce qu'on aura fini un jour de développer, de travailler sur les inégalités pour établir un peu les choses, de développer nos pays? Non, je ne pense pas qu'on aura fini un jour. Cependant, je voulais rajouter une chose. Au-delà de l'aspect continuité territoriale, les billets étaient déjà excessifs. À plusieurs reprises ces 15 dernières années, il y a eu des baisses drastiques des coûts de billets d'avion, sauf pour nos destinations. Un Paris-New York qui fait 4 fois moins cher qu'un Paris-Fort-de-France, on peut se poser des questions. Et quand le ministre de l'Outre-mer, le précédent ministre de l'Outre-mer se déplace, il dit oui, mais il faut arrêter de vous plaindre, vous êtes loin, ce n'est pas si dramatique que ça. Or, on est en France et on paye des taxes étrangères. On paye de l'octroi de mer, on paye des frais de douane. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de se poser la question du fait de l'éloignement. Est-ce qu'on est puni d'être éloigné? Est-ce qu'on sera un jour traité comme des Français entièrement? Parce qu'on paye des impôts, on paye toutes sortes de choses. Et notre territoire n'est pas traité comme il le devrait, en tout cas. Monsieur le maire, est-ce que ça vous interpelle, cette inégalité, malgré les 3 mois qu'on vient de passer? Les compagnies aériennes ne ratent jamais une occasion de faire du profit sur une clientèle captive que nous sommes, et en particulier sur la Martinique, sur les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe. Tu prends les augmentations des billets d'avion liées au coût du pétrole, à l'augmentation du coût du pétrole, les augmentations étaient de l'ordre de 20% entre Paris et Réunion, alors qu'elles étaient de 40% pour venir ici, alors que la distance est plus courte. Donc, on va m'expliquer comment ça coûte plus cher, alors que la distance est plus courte. C'est une pratique régulière qu'ils ont.
Maintenant, il faut pas mélanger les choses. Le combat pour la vie chère en Martinique, c'est pas que le combat sur l'alimentaire, premièrement. Deuxièmement, les compagnies aériennes n'étaient pas autour de la table. L'essentiel de l'approvisionnement se faisant par bateau. Et c'est une problématique sur du moyen long terme. Il faut pas qu'on fasse croire non plus aux gens qu'on appuie sur un bouton et dans 2 jours les prix sont tombés et les coûts sont baissés. Il y a de vrais mécanismes à démonter, il y a de vraies concentrations économiques à démonter. Et puis il y a aussi à s'interroger sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être un territoire, pour le coup, et non pas un pays, qui n'a comme vocation que de consommer ce qui est produit ailleurs? Ou est-ce qu'on veut être un territoire qui produit ce dont il a besoin? Ce qui veut dire aussi que ça doit nous interpeller sur notre façon de consommer. Les fêtes de Noël arrivent là. Les fêtes de Noël arrivent. C'est notre façon de fêter Noël. On fait déjà la publicité pour les jambons de Noël. mais les jambons de Noël qui sont fabriqués en Bretagne. Non, qui sont conditionnés en Bretagne, mais ce sont des cochons de Pologne abattus en Hollande. Et fabriqués en Bretagne. C'est pour te dire si c'est des cochons martiniquais que tu vas manger à Noël. Mais s'interroger sur notre relation avec notre environnement immédiat. Ouais. Et donc, justement, pour pouvoir produire moins cher, pour pouvoir consommer ce qui correspond à l'endroit où on vit, et n'est pas forcément ce qui correspond à 8000 km. Donc, c'est un changement global que nous devons opérer progressivement. Pour revenir sur la question de l'inégalité de traitement, non, ça ne me surprend pas. Non, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend tellement pas que dans le projet de loi de finances que Mathieu évoquait, il est prévu de ponctionner 2% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités qui ont un budget supérieur à 40 millions d'euros. D'accord? Et puis, il est prévu d'exonérer de cette ponction les collectivités les plus fragiles, des territoires les plus en difficulté. Sauf que, comme d'habitude, c'est valable pour le territoire français, et puis on oublie le cas des territoires dits d'outre-mer. Donc cette exonération de cette contribution concerne, je ne vais pas faire de technique, concerne les territoires les plus pauvres, mais ça ne concerne pas l'outre-mer. Ouais. Où la vie est plus chère, où le niveau de revenu est plus faible, où le niveau de développement est inférieur, où le taux de chômage est le plus élevé, où le revenu moyen par habitant est plus faible. Mais ces territoires ne sont pas concernés par cette exonération. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma de pensée qui met 200 millions d'euros pour 160 000 personnes à 200 km de distance pour faire de la continuité territoriale et qui en met 50 pour 1,5 million de personnes à 8 000 km, à 10 000 km, à 6 000 km. Et ça ne pose pas de problème ni aux gens qui sont au gouvernement, ni aux gens qui sont au Parlement, ni même aux gens qui sont dans les collectivités locales. C'est ça la grande interrogation. Mais il y a quand même un courrier des sénateurs contre l'augmentation, sans t'interrompre, pardon, sur l'augmentation de la taxe et le fait que la compagnie Air France en particulier ait commencé à déjà augmenter appliqué. Les prix. Mais c'est un schéma de pensée, de traiter différemment au motif de conditions particulières, traitement particulier qui se voudrait plus avantageux, mais la réalité nous démontre que ce traitement différent, en fait, se fait à notre détriment. Michel, mais il n'a pas à mon avis, je reviens un petit peu à l'histoire des billets d'avion. Bon, la question, vous l'avez soulignée, elle n'est pas encore votée, par conséquent, il y a encore une nécessité que nous, comme ils l'ont fait d'ailleurs déjà, que nos parlementaires se battent pour arracher ce que le ministre avait plus ou moins promis, une espèce d'exonération de l'outre-mer à cette mesure. Bon, mais ceci dit, bon, j'ai noté que c'est la mobilisation citoyenne qui peut faire reculer les compagnies, parce qu'il me semble que sur les réseaux sociaux,
il y a une pétition concernant ces augmentations. Elles sont appliquées quand même. Oui, bon, elle est partie de France d'ailleurs. C'est les ultramarins de France qui ont Ils ont lancé. du mal à rentrer. Qui ont du mal à rentrer, qui ont lancé cette pétition. Donc je crois que il faut pas lâcher le morceau. Maintenant, concernant la vie chère, bon, la véritable question, c'est pas de dire nous sommes français, il faut avoir des prix français. Moi, je ne suis pas dans cette problématique. Hein. Bon, bon, ce que je dis, par contre, il faut contrôler les prix. Il faut contrôler les prix Et les marges. et les marges. Il faut contrôler. Bon, continuité territoriale, c'est un concept que j'ai combattu ici. Continuité territoriale, ça veut dire sur le même territoire. Non, la Martinique, elle est dans la Caraïbe. La Corse est dans la Méditerranée. L'île de Noirmoutier est à côté de la France. Ce qu'il faut réclamer, par contre, c'est que les prix de transport maritime de la CMA-CGM soient contrôlés. On m'a dit 5 000 € le conteneur. Pourquoi 5 000 €? Pourquoi pas 4 000? Pourquoi pas 3 000? Donc, par conséquent, c'est ça le fond du problème. Mais qui peut faire ça changer, Michel? Qui est-ce qui a le pouvoir de faire L'État le français. CMA changer? Alors, tu m'as déjà posé la question Mais oui, 10 fois, et je te réponds pour la 11e fois. C'est l'État. C'est l'État français qui a le pouvoir. D'ailleurs, je souligne, j'ai eu l'occasion de féliciter le CESEM, le comité économique, social, environnemental de l'éducation, qui vient de voter une motion pour la réhabilitation de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des fraudes. Il faut rétablir le contrôle des prix sur une base juridique qui est tout simple. C'est qu'on ne peut pas, dans des territoires insulaires où le nombre d'opérateurs est nécessairement limité, laisser les choses en l'état. Alors, à ce propos d'ailleurs, j'ai là une note que l'économiste Jean-Émile Saint-Fort, qui était le bon ami de notre ami Philippe Saint-Cyr, a réalisé. Bon, eh bien, Jean-Philippe notre Jean-Émile Saint-Fort nous dit que, eh bien, il ne faut pas croire que la concentration des entreprises n'existe que qu'en Martinique. À Trinidad Tobago, il y a une entreprise trinidadienne, c'est des nègres, hein? Massistor concentre 40% des grandes enseignes. Alors qu'en Martinique, GBA c'est 25%, Coupe Fab c'est 23%, Parfait 22%. À la Barbade, Massistor, le même Massistor, c'est 45% du marché des grandes enseignes. Par conséquent, oui, mais quand tu additionnes GBH, je ne sais pas, les autres noms que tu as cités là, chez je t'additionne. Ce sont des groupes différents. Oui, Alors oui, que là, il te parle d'une seule entreprise. Une seule entreprise. Mais néanmoins, quand même, ça m'intéresse de me dire quel pourcentage ça fait là, quand tu additionnes toutes les personnes que tu as citées. Ce que je veux te dire, Oui. c'est que le degré de concentration, c'est le fait, la puissance d'un groupe. 70%. 70%. Bon, c'est intéressant. Bon, pourquoi? Mais c'est pas surpris. On sait qui sont les Je ne suis pas propriétaires. surpris. Le schéma de constitution de ces pays, c'est comme nous, c'est le pacte de l'exclusif. Ce n'est pas surprenant. Malgré l'indépendance, malgré l'autonomie et l'indépendance, ça n'a pas empêché les lois capitalistes de se développer et d'accompagner la concentration entre quelques mains du pouvoir économique. Et ce que Michel ne dit pas. Ce n'est pas simplement une question de couleur de peau. Ce que Michel ne dit pas, quand il dit l'État français, c'est l'État français qui a le pouvoir, c'est que tu as des multinationales. Ah ouais? Quand on parle de la CMA-CGM, tu as des multinationales qui ont plus de pouvoir que l'État. Exactement. Et donc, la CMA-CGM peut te dire, mais il n'y a pas de problème, mets ton conteneur à 2 000 €. Moi, je n'ai plus de lignes qui vont sur la Martinique. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il faut contrôler les prix. Oui,
Sauf que tu es dans une économie mondiale qui est dominée par l'ultralibéralisme. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à, déjà chez nous, changer ce modèle-là. Voilà. C'est déjà changer ce modèle-là, chez nous, nous-mêmes. Parce que, et c'est là qu'il te faut mettre que l'État doit prendre ses responsabilités et mettre de la continuité territoriale, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que la CMA-CGM ne va pas baisser le prix de son conteneur. Le prix de son conteneur de 20 pieds, c'est le prix du conteneur de 20 pieds Mais il n'y a pas partout. d'autres sociétés qui sont capables d'emmener les conteneurs en Mais Martinique. bien sûr, Pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis moi, mais bien sûr, Mais bien sûr, mais bien sûr. elles appliquent toutes le même tarif. Et d'ailleurs, tu as vu que la mer qui est venue, elle est repartie. Les repartis, exactement. Ouais. Et donc, tu as d'autres compagnies aussi. Tu vois les difficultés des compagnies aériennes qui opèrent chez nous, qui ne sont pas la compagnie historique. Donc, tu te rends bien compte que cette question de liberté, d'absence de contrôle des marges, des prix, et donc d'absence de maîtrise, elle n'est pas liée simplement à une volonté de l'État français, c'est le système dans lequel l'État français lui-même est pieds et poings liés. Et donc, il nous faut, nous, revoir notre modèle de développement. L'un n'empêche pas l'autre. Il nous faut, nous, avoir un système, mettre en place un système de financement qui permette à des jeunes de pouvoir développer de l'activité et trouver du financement. Il faut engager, c'est un combat qui a été engagé aussi, il te faut engager un combat pour faire en sorte que les fonds disponibles pour le développement de l'agriculture n'aillent pas vers un type d'agriculture qui va capter 80% des fonds disponibles, de façon à te permettre de pouvoir produire ce dont tu as besoin pour manger, et non pas simplement le faire venir pour pouvoir te nourrir. Alors, Michel, Je termine reste- parce qu'après, il faut Je qu'on parle de termine, la quand même, c'est une France. question de temporalité, de timing. Ce que dit Didier Laguerre est parfaitement sensé. Ça veut dire qu'il faut diminuer, en gros, notre dépendance à l'égard de l'importation et augmenter notre production Et surtout à l'égard de l'importation européenne. européenne. Bon, nous sommes d'accord. Mais ça va demander Du temps. du temps. Et C'est du de la moyen- volonté. Je dis du moyen terme pour ne pas dire du long terme. Bon, mais dans l'immédiat, il faut soulager le porte-monnaie des Martiniquais les plus modestes. Un, en contrôlant les prix, en utilisant l'instrument du contrôle des prix, des marges. Tu ne Deux, marges pas des prix, tu ne peux pas contrôler les prix. oui, monsieur. En contrôlant les marges, on contrôle les prix. Bon. Si tu dis, je te prends l'exemple, si tu dis, sur le prix de revient du riz qui est à 100, vous allez appliquer 12% au lieu de 25%, tu contrôles les prix. Bien. Alors, deuxièmement. Chacun applique 12%. Deuxièmement. Avec consommateur. 15 intermédiaires et ton paquet de riz, il Non, arrive, non, il passe de 100 à 290 et tu n'y arrives pas. Non, c'est un raisonnement capitaliste. Bon. Mais c'est la réalité du terrain. Mais c'est la réalité à laquelle on est confronté. Michel, c'est la réalité à laquelle on est confronté. Tu as entre 13 et 15 intermédiaires pour un produit qui vient de France pour être disponible pour un consommateur. Je laisse Michel finir parce qu'on a une autre... Je termine et je dis la chose suivante, c'est qu'il faut en même temps, effectivement, mettre en place des politiques allons vite, puisque tu veux que j'aille vite, de développement endogène. Nous sommes d'accord. C'est de soutien à la production locale, notamment par le moyen de l'autre de mer. Bon, voilà. Et donc, tu vois ce qu'il vient de dire là? Il faut mettre en place un contrôle des marges. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'accord qui a été signé? Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'accord qui a été signé sur les 7000 produits? Qu'est-ce qui a été fait? Bidon. On peut en discuter. On peut en discuter. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été demandé et il a été signé le gel des marges en pourcentage appliqué par la grande distribution, indépendamment de la réduction de la valeur du prix de revient. En clair, Et c'est contrôlé tous les 6 du mois. Et c'est contrôlé tous les 6 du mois. Donc, en clair, ça veut dire que quand il dit ça, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Mais ça veut dire que tu as mis en place un dispositif qui te permet d'avoir un regard sur les marges de ces gens-là. Maintenant, là où tu as un problème, c'est que tu fais ça sur la grande distribution et sur les importateurs.
Mais tu as combien d'intermédiaires? Et donc, ton problème de concentration, ton problème de découpage de l'acheminement du produit, des différentes étapes de l'acheminement de ce produit. C'est ça le contrôle des prix? Non, c'est pas le contrôle des Ben prix. oui, mais ben non, oui. ça c'est pas le contrôle des prix, c'est le contrôle de ta chaîne d'approvisionnement. Et donc, ce contrôle-là, ce mécanisme-là, il faut pouvoir s'y attaquer. Mais si tu ne fais pas ça là, si on n'avait pas fait ça tout de suite, tu ne pourrais pas avoir un début de soulagement des Martiniquaises et des Martiniquais les plus faibles économiquement par rapport aux prix qui sont pratiqués. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout de la démarche, ça veut dire qu'on a initié un processus et qu'il faut le poursuivre. Non, moi je voudrais simplement dire, parce que que pour répondre quand même au sujet que tu as exposé tout à l'heure là sur les prix des billets d'avion, je voudrais dire, parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas évoquée. Je voulais simplement dire que depuis le Covid, c'est vrai qu'effectivement beaucoup de compagnies aériennes sont en grave difficulté, dont certaines qui dessertent ici. Ça s'est vu d'ailleurs par la disparition de plusieurs compagnies aériennes, notamment dans le domaine, dans la Caraïbe, la LIAT, etc. Beaucoup de compagnies, on s'est retrouvés enclavés. Donc c'est un secteur qui est en grande difficulté. D'ailleurs, Serge Letchimy, c'était en 2019, je crois, il présidait la commission sur l'aérien. Suite à ça, il y a un rapport qui avait été rendu. En 2022, les élus de la collectivité ont voté une aide, ce qu'ils appelaient chèque vacances, pour aider les familles d'environ 300 €. Parallèlement, ils avaient demandé de faire attention avec un gel des prix parce qu'il y avait une vraie augmentation après le Covid des prix des billets d'avion. Et malheureusement, comme on l'a dit, nous sommes pas dans une économie administrée. C'est très compliqué de contrôler les prix. Et ce qui fait qu'en gros, vous agenouillez devant le libéralisme. Personne s'est agenouillé puisqu'il y a eu Tu plusieurs t'agenouilles devant le interventions. capitalisme. Faut pas, mais Michel, tu peux pas être juste. Tu peux pas être Personne juste ne dans sait. l'incantation. Il faut passer à un modèle de contrôle des prix, alors que tu évolues dans un environnement où les prix sont libres. Non. Ben oui. Bon, en tout- Alors, on va passer à l'autre sujet parce que ce sujet est important. Explique-moi que les prix ne sont pas libres. bon, en tout Les cas, prix sont tellement pas libres. Les prix ne sont tellement pas libres que le gouvernement n'a pas encore voté la taxe qu'elle est déjà appliquée. Bon. Tellement les prix ne sont pas Alors, libres. Mathieu, 2 mots pour finir, puis après on passe à la ville de Fort-de-France. Non, je ne te laisse bon passer à la ville de Fort-de-France avant, c'est important. Ok. C'est important. Alors, le lundi 4 novembre, c'était le conseil municipal, c'est ça? Non, le mardi 5. C'était le mardi. Ah non, là, ça c'est la CTM. C'est pas de ça que je voulais parler. Tu voulais parler du rapport de la Chambre régionale des comptes. Voilà. Ça intéresse Michel Bouchy. Tu voulais parler du rapport de la Chambre régionale des comptes qui évolue dans un espace-temps différent du nôtre, qui dispose de mois pour faire ses remarques sur un budget qui est voté. Oui. C'est Fort-de-France et puis aussi Saint-Pierre, d'après ce que Michel nous a dit. La Chambre dispose de mois pour rendre son avis sur le budget qui est voté. Le budget est voté le 11 avril. Il est transmis à la Chambre le 26 avril. Elle reçoit le courrier le 27 mai et elle rend son rapport d'observation sur le budget primitif de la ville de Fort-de-France le 22 octobre. Donc un mois, c'est du 7 mai au 22 octobre à la Chambre régionale des comptes. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Chambre régionale des comptes? Michel va dire un paquet de trucs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Chambre régionale des comptes a dit que moi j'ai voté un budget déséquilibré, donc en déficit de 6 500 000 €. Et la Chambre régionale des comptes dit non, finalement votre budget il est déséquilibré, donc en déficit de 7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'elle corrige le budget de 600 000 € sur 170 millions de recettes. Ok? C'est-à-dire 0,03% de correction. Exactement. Et la Chambre régionale des comptes, Michel va raconter un paquet de trucs, mais la Chambre régionale des comptes, la conclusion de son rapport, c'est de dire qu'elle recommande au maire de poursuivre les mesures de redressement pour atteindre l'équilibre au budget c'est 2025. une représentation très soft. Ce n'est pas une représentation très soft. Elle fait des corrections au budget. Ben oui, elle fait des corrections pour 600 000 €. Tu es sérieux? Sur 170 millions d'euros, elle fait des corrections de l'ordre de 600 000 €. Elle me dit même que je n'ai pas comptabilisé des recettes, d'octroi de mer notamment, que je n'ai pas comptabilisé des recettes. Parce que lorsque j'ai voté le budget, ces recettes-là n'étaient pas certaines. Donc je ne les ai pas mises. Quand on me parle de sincérité, elle fait des corrections de sincérité de 600 000 € sur 170 millions. Donc moi j'estime que j'ai invité d'ailleurs Michel à aller regarder les différents rapports qui étaient émis les années précédentes, où elle ne m'invitait pas à poursuivre les mesures de redressement en cours, mais elle m'invitait à appliquer les mesures qu'elle m'a demandées, à savoir augmenter les impôts de 10 millions par an, c'est-à-dire
dans un pays où la vie est déjà trop chère, aller braquer les contribuables, il faut y aller. Augmenter les impôts de 10 millions par an, licencier 300 personnes et reprendre 4,7 millions sur le salaire des agents chaque année. Moi, j'ai choisi de faire autrement et le résultat, j'ai fourni à Michel un petit diagramme qu'il a voulu que je lui donne, je lui ai donné. Qui montre, mais tu aurais dû venir avec. Qui montre que la ville est partie d'un déficit de 60 millions. Le budget en de la 2020, ville, c'est combien? 170 millions, 171 millions en fonctionnement et 60 millions en investissement. À peu près 230 millions. Donc 230 millions d'euros au total, avec un déficit de 60 millions en 2020, d'accord, qui est à 7 millions en 2024. Donc la courbe, c'est ça. Les écarts entre ce que la Chambre me demandait et ce que je faisais font ça. Et aujourd'hui, quand on regarde les propositions de la Chambre, le budget voté par la ville, l'arrêté du préfet, c'est un seul point. Il y a une différence de 600 000 euros. C'est une bonne gestion, Michel. Je ne sais pas si c'est une bonne gestion, mais non, je demande. Moi, j'ai une question. Mais le résultat, c'est que notre situation s'améliore. Notre section de fonctionnement est équilibrée. Elle dégage un excédent de 23 millions d'euros. D'accord, qui permet de faire un virement à la section d'investissement. Notre section d'investissement est encore déficitaire et donc elle entraîne un déficit sur l'équilibre global du budget. On y travaille. Michel, puisque tu vois, mardi on était en conseil municipal et je te disais que je n'ai pas encore de validation sur le quorum, j'ai reçu aujourd'hui, hier matin, l'information que la ville va signer un nouveau quorum avec l'État, donc un nouveau contrat, où on va mettre à notre disposition des assistants techniques qui vont nous permettre de travailler sur l'amélioration de nos procédures, l'amélioration de nos modalités de fonctionnement et donc de notre organisation pour nous permettre de continuer à maîtriser nos dépenses, améliorer nos recettes et être plus performants et offrir un service public sans pour autant, et je finis après, je vais laisser Michel dire ce qui n'existe pas. C'est ce qu'il fait au conseil municipal d'ailleurs. Non, je ne transforme pas, je dis la réalité. Non. mais à l'arrivée, je suis passé de moins 60 à moins 7. D'accord, en 4 ans. Et je fais ça sans augmenter les impôts, sans licencier qui que ce soit, sans reprendre d'argent sur le personnel et sans augmenter, sans répercuter l'inflation sur les contribuables et sur les familles qui payent du service, à la cantine, au CERMAC, etc. C'est ça qui se passe là. Ce que je voudrais vous demander, monsieur le maire, une ville comme la vôtre, en France métropolitaine, en France tout court, est-ce que c'est à peu près le même budget? Comment elle s'en sort? Est-ce qu'elle est aussi pauvre que vous? Bien, le fait de se trouver en France, ça lui permet de... Une ville comme celle de Fort-de-France, sur le territoire français, si tu retraites les 40%, à un ratio masse salariale par rapport au nombre d'habitants qui est comparable à celui de Fort-de-France, on est dans la moyenne française. Par contre, une ville qui a la même population que nous sur le territoire français dispose de dotations de l'État supérieures aux nôtres. C'est démontré, établi. Ça a même été pointé du doigt par la Cour des comptes, qui est l'instance supérieure à la Chambre régionale des comptes, dans un rapport de septembre 2017. Il n'y a pas de compensation? Non, il n'y a pas de compensation. La compensation se fait sur l'octroi de mer. Ça veut dire que ce sont les Martiniquais eux-mêmes qui financent les budgets de leur collectivité. Yeah. D'accord? Comme toutes les villes d'outre-mer. Alors oui, comme toutes les villes d'outre-mer. Et 84% des collectivités outre-mer sont en difficulté financière. Je le dis à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui passons à gérer? Alors, Michel. Alors que nous faisons ces mêmes écoles-là. On m'a dit 60 millions de déficit il y a quelques années. Bon, on ne me dit pas pourquoi. Le déficit est sorti comme ça, Michel. Bon. La réalité, la réalité, c'est que si on se limite simplement à la vie, je ne vais pas remonter à la vie de 2009 et avant, hein, bon, la vie qui a été rendue en octobre 2024 consiste à dire que le déficit annoncé pour le compte administratif de 2023 est plus important, et que le déficit prévisionnel du budget prévisionnel, évidemment au mois d'octobre, du déficit prévisionnel de 2024, était
sous-évalué. Bon, c'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. Bon, elle dit que pour cela, c'est qu'il y a manqué de sincérité dans l'évaluation à la fois des dépenses et des recettes. Et le préfet, elle dit au préfet, vous allez arrêter le budget. Et qu'est-ce qui se passe? Le préfet a pris un arrêté et la collectivité est obligée de suivre l'avis du préfet. Voilà, c'est tout. Moi, j'adore ce genre de raisonnement intellectuel. On parle du budget primitif de la ville. Donc le préfet a décidé du budget primitif de la ville le 22 octobre. Je vais arrêter les engagements de dépenses de la ville à la mi-novembre. Donc, tout ça, c'est très théorique. Le préfet a arrêté le budget de la ville. La réalité, c'est que le conseil municipal a voté le budget primitif. La Chambre est venue en octobre, le 22 octobre, dire qu'il y a un écart de 600 000 euros entre ce que vous avez prévu, recettes, dépenses, et la réalité, 600 000 euros. Et le préfet a pris un arrêté que j'ai présenté au conseil municipal le 5 novembre. Autrement dit, l'exécution du budget a été faite par rapport au budget voté par le conseil municipal et a été réalisée par la collectivité. Donc quand on vient me parler de tutelle et de décision prise par le préfet, ça aurait été le cas si le préfet avait pris une décision en janvier, en février. Mais quand tu prends une décision, quand tu arrêtes le budget à la fin de l'année, le budget il est exécuté. Et tu veux que je te dise les prévisions d'atterrissage du compte administratif 2024, c'est-à-dire la réalité recettes-dépenses 2024, on en discutera d'ici la mi-mars, sont inférieures au déficit qui Alors Mathieu, est une voté question. au budget. Non, moi j'ai une question. Ce sont des raisonnements. C'est la réalité. Ce sont des raisonnements de jésuites. Bon. C'est un raisonnement de jésuites qui n'enlève pas la réalité. C'est que le préfet a décidé du budget, du compte administratif 2023 et il a décidé du compte administratif et du budget primitif de 2024. Et que par conséquent, j'ai une question. alors c'est vrai, je reconnais que depuis plusieurs années, à force de compression, la ville a été contrainte, mais à coup de trick, de diminuer son budget. Moi j'ai une question comme ça. La réalité, vraie des choses, c'est que le budget et que le déficit il est résorbé et que l'équilibre revient. Après, tu dis ce que tu veux, mais ça c'est les faits. Ça c'est les faits, ils sont têtus. Monsieur le maire, faut pas. Le conseil municipal est passé. Allez, Mathieu. Et puis il y a des fois qu'il y a certaines personnes qui disent que la Chambre régionale des comptes ne donne qu'un avis. Il y a des fois qui disent qu'il faut appliquer ce que la Chambre régionale des comptes dit. Donc moi ça me fait sourire. Je veux simplement dire que. Non, mais Michel, je vais pas parler de toi, Michel. Mais Michel, pourquoi tu t'es senti concerné, Michel. Allez, vas-y, Mathieu. Non, Michel, moi je veux dire simplement, on est dans. Le gouvernement a annoncé, monsieur le maire, 60 milliards d'euros d'économies, dont 5 milliards d'euros d'économies sur les collectivités territoriales. 7,8 sur la ville de Fort-de-France. Voilà. C'est-à-dire plus que le déficit dont on me parle. Monsieur le maire, on voit que... 7,8 millions. On voit que... Non, je vais l'exprimer, mais bon, on voit que dans les villes de l'Hexagone, par exemple, je vous quelques exemples, Nice, augmentation de la taxe foncière de 19,2%. Saint-Étienne, augmentation de la taxe foncière de 15%. Nancy, 14,5%. Annecy, 14%. Et je pourrais rester là pendant longtemps, le nombre de villes qui ont décidé d'augmenter les impôts par rapport à... Je réponds à ta question par anticipation. Moi, je sais que la ville de Fort-de-France, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, Michel doit le savoir, depuis 1998, n'a pas augmenté ses impôts, les a même baissés en 2006. Quand je vois que là, par rapport à ce qu'annonce le gouvernement, je prends un exemple d'une ville, je ne vais pas la citer, dans l'Hexagone, qui dit que par rapport à la baisse qu'annonce l'État pour les collectivités, ça va engendrer chez cette ville 65 policiers municipaux pour la tranquillité publique en moins, 5 structures municipales dédiées à la jeunesse en moins, 635 places d'accueil en crèche en moins, 3 médiathèques municipales. Avez-vous peur de ce que l'a mis en place le gouvernement et comment faites-vous pour avoir une gestion équilibrée sans augmenter les impôts comme font certaines personnes quand ils étaient dans d'autres collectivités? Je vais faire on va faire ce qu'on a fait depuis le départ. Parce que Michel parle on a réduit notre déficit à coup de trick, etc. Alors, on n'a pas augmenté les impôts, on n'a pas augmenté les tarifs, on n'a pas... On a augmenté les tarifs, De quoi? Quel tarif? Les tarifs municipaux ont considérablement augmenté. Non, pas du tout.
Pas du tout. Pour le CERMAC, ça n'a pas augmenté. Comme tu ne restes pour pas, la caisse des comme écoles tu et restes des pas enfants, ça n'a pas au augmenté conseil chez municipal jusqu'au Chez bout, nous, oui. tu ne t'en rends pas compte. Mais on n'a pas augmenté les tarifs. Maintenant, c'est. On n'a pas, Tu restes pas au conseil municipal jusqu'au bout. on n'a pas augmenté les tarifs ni du CERMAC, Je ni ne reste pas au conseil municipal. de la restauration scolaire, Il arrive à 2 heures de retard. ni de la restauration ni de la restauration scolaire, aucun des tarifs municipaux, ni des places en crèche. Non, on optimise nos dépenses, on réduit notre masse salariale, on ne remplace pas tous les départs à la retraite, on ne remplace pas beaucoup d'ailleurs nos départs à la retraite, et on fait des efforts d'optimisation de nos moyens. Ça nous a permis d'absorber les 2 fois 3 millions d'euros de dépenses obligatoires décidées par l'État et non financées par l'État. Quand il a augmenté à 2 reprises le point d'indice et quand il a augmenté les prélèvements sur la collectivité. Bien, il nous reste une On a dernière chose à absorbé dire. ces augmentations-là et on va absorber les 7 millions que vont nous coûter les moins 2% de recettes réelles de fonctionnement et l'augmentation de la cotisation retraite. Parce que je veux dire qu'elle augmente. Et on va aussi absorber l'augmentation de 2% des salariés qui sont rémunérés au SMIC dans la fonction publique. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maîtriser nos autres dépenses pour pouvoir encaisser ce choc-là et tenir nos engagements. C'est-à-dire avoir un budget équilibré, voter un budget équilibré en Nos engagements 2027. vis-à-vis de qui? Nos engagements vis-à-vis de qui? Qu'est-ce que tu dis? Nos engagements vis-à-vis de qui? Nos engagements vis-à-vis des Foyalaises et des Foyalais en mars 2020, Vis-à-vis quand je du suis allé aux forum de élections. l'État. Non, encore une fois. Qui manie la truc? Encore une fois, tu vois le quorum il est là, je vais pouvoir inscrire, donc faire une décision modificative pour inscrire les recettes de 1,8 million à la signature du quorum qui vont me permettre d'augmenter la subvention à la caisse des écoles pour ne pas augmenter le prélèvement sur les parents. Bien. Alors, un dernier mot. L'engagement a été pris en mars 2026 quand je suis allé aux élections. Le Alors, quorum est monsieur le maire, arrivé en vous êtes 2021. aussi à la CTM, collectivité territoriale de la Martinique, qui a annoncé devoir réduire ses dépenses pour l'année à venir en raison des réductions significatives des dotations de l'État. Ça veut dire sur quoi il y aura des coups de rabot. Vous êtes le président de la commission des finances là-bas. Oui, ça veut dire que ça veut dire que la collectivité territoriale est confrontée à la même problématique que toutes les collectivités de France et de Navarre. Pour le coup, l'État a un déficit supérieur au mien. Le déficit de la ville de Fort-de-France est de moins de 5% des recettes réelles de fonctionnement. 3 828 milliards d'euros. L'État, Pour lui, l'État. son objectif, c'est d'atteindre Milliards. 5. Oui. Oui, 3 828 milliards. Milliards. d'euros. Milliards Son d'euros. objectif, c'est d'atteindre 5% de déficit. Son objectif. Il aurait dû normalement être inférieur à 3%. Qu'est-ce que l'État fait pour ça? Il décide de faire des prélèvements sur les collectivités locales, considérant que les collectivités locales sont en bonne santé financière. Oui, Ah ouais. oui, c'est ça son raisonnement. Donc, il fait du déficit et il vient chercher de l'argent dans les caisses des collectivités locales. C'est une réalité. Et tous les élus locaux de France n'arrêtent de le dénoncer. Toutes les associations des élus locaux n'arrêtent de le dénoncer. Et donc, ça va s'appliquer à la collectivité territoriale de Martinique qui va perdre des recettes. Or, le budget de la collectivité est déjà contraint. Sur 1,60 milliard d'euros de recettes de fonctionnement, 1,60 milliard d'euros, il y a 980 millions qui sont des dépenses obligatoires. Ça veut dire en clair qu'il reste à la collectivité 80 millions pour décider de ce qu'elle va faire. C'est une paille. Ce n'est pas nouveau. Je ne t'ai pas dit que c'est nouveau. Ça n'est pas nouveau. Il me pose Ça la existait question. depuis le début. Il me pose la question et je réponds à la question. Ah bon. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui contraints de payer des factures qui ne sont pas budgétisées, donc qui ne sont pas inscrites au budget, qui ne bénéficiaient pas d'engagement, de bons de commande, autrement dit des factures qui sont sous les radars et qui remontent aux années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Parce qu'il manque en réalité 200 millions d'euros de recettes de fonctionnement à la collectivité. Donc la collectivité territoriale devra faire ce que tout le monde va faire, c'est-à-dire optimiser ses dépenses. Réduire les dépenses, il y a 2 façons de faire. Tu décides de diminuer le nombre de places, tu décides de diminuer les services offerts à la population, ou tu décides de faire en sorte que le maximum d'argent que tu dépenses aille vers le service public. Donc de faire en sorte que ça te coûte le moins cher de mettre en place ce service public. Serge Letchimy disait dernièrement que
il manque 100 millions chaque année. L'État doit 100 millions chaque année à la CTM. L'État, je vais donner un exemple simple. Hein. L'État définit les critères pour l'attribution du RSA. L'État définit les critères. Il dit quelqu'un qui remplit tel critère, tel critère, tel critère, tel critère doit percevoir le RSA. Et dit à la collectivité, tu payes le RSA, je vais te donner l'argent. Et chaque année, l'État verse moins d'argent que le volume de RSA payé. Mais il le fait avec la collectivité territoriale de Martinique, comme il l'a fait avec le Conseil général de la Martinique, comme il le fait avec tous les conseils généraux. L'État impose la dépense, dit aux collectivités, vous payez cette dépense pour moi, et quand il faut payer, il paye une partie du montant de la dépense. Il te laisse une partie de cette dépense à ta charge, donc à la charge du budget. Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense qu'il y a de nombreuses sources de revenus pour l'État, plutôt que de ponctionner toujours les mêmes, plutôt que de viser une augmentation aussi de plusieurs types d'impôts. Hein. On parle de remplacer la taxe d'habitation qui avait été supprimée par une éventuelle autre taxe. On parle d'augmenter aussi les impôts sur le revenu. On a quand même 2000 milliards d'euros de privilèges pour les grandes entreprises, les très grandes entreprises et les actionnaires chaque année. On a 80 milliards d'évasion fiscale au minimum par an, mais comme on a supprimé 1600 postes de contrôleurs fiscaux, cet argent-là, on ne va pas le voir. On n'en a pas besoin apparemment. Et puis, il ne faut pas oublier que les transactions boursières ne sont pas... ça représente une ressource énorme. En les imposant de 0,2%, on pourrait avoir entre 200 et 250 milliards d'euros à l'année. 0,2%. Alors, imaginons de pouvoir taxer à 2% les transactions en bourse. On a de la ressource, hein. Il y a de l'argent, mais on ne va pas le chercher là où il faudrait. Et Exactement. en fait, la dette est mutualisée sur la classe moyenne et les petites classes. Et on concentre les privilèges toujours pour les mêmes. Non, moi je voudrais simplement saluer en tout cas cette initiative de la collectivité, parce qu'ils auraient pu faire comme certaines personnes qui étaient là au pouvoir avant, qui en 2016-2017, pour répondre aux baisses de dotation d'État, d'ailleurs l'avait dit publiquement, avaient décidé d'augmenter une série d'impôts sur la population martiniquaise. C'est pas vrai. Excusez-moi, l'augmentation du droit de mutation, Non, l'augmentation des produits pétroliers, l'augmentation de la taxe sur les produits pétroliers, c'est qui est? C'est l'ensemble de la population qui l'avait subi, etc. L'augmentation sur l'ensemble des produits de l'octroi de mer de près de 0,05%, ça a été voté à la collectivité. C'est pas moi qui l'ai voté, j'étais pas là en 2016 à la collectivité. En tout cas, ça a été voté, ça a été mis en place. Et certaines, oui, mais c'est public. Les délibérations, heureusement, sont publiques. Et nous va payer heureusement que je m'intéresse à la vie publique martiniquaise et politique depuis plus de 20 ans. Donc voilà. C'est de la petite politique. Oui, c'est de la petite politique, mais en tout cas, c'est une réalité qu'ont subi les Martiniquais dans leur poche quand ils allaient faire le plein d'essence. Alors, j'ai une question. Oui. Donc, simplement, parallèlement, malgré cela, la collectivité, c'est dit dans son communiqué, a décidé de maintenir 210 millions d'euros d'investissement par an parce que c'est important qu'on parle de chômage, etc. Pour faire le développement économique du pays parce que tu développes pas sans investissement. Avec des axes qui vont faire sourire mon ami ici présente, notamment sur tout ce qui est l'écologie, le développement de tout ce qui tourne autour du vert, ce qu'on appelle le développement durable, etc., qui sera favorisé et mis en place. Parce qu'on sait très bien qu'on est une île, qu'on est insulaire, et quand on voit ce qui s'est passé en Espagne, ce qui se passe en Europe actuellement, il faut vraiment qu'on travaille autour de cette résilience-là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas ponctionner un petit peu sur l'État quelques recettes qu'il récolte ici avec les radars? Parce que c'est bien sûr nos routes qui prennent l'argent. Avec les défunts radars? Pardon? Avec les défunts radars? Oui, mais ils vont les remettre en place. T'inquiète pas pour ça. Ils vont les remettre en place. Mais c'est pas à l'échelle du problème. Lorsque vous regardez combien d'argent on investit dans le loto, dans tous ces jeux d'argent, moi pas ça, moi. Il n'y a pas moyen que l'État laisse un peu d'argent pour le pays. Mais Manu, on peut aller chercher les recettes des radars. On peut aller chercher les recettes des jeux, etc. C'est-à-dire toujours l'argent qui vient des Martiniquais. Oui. Et à quel moment tu fais jouer la solidarité dite nationale? D'accord. Elle joue à pas quel dans moment, notre sens. mais justement, à quel moment tu changes de modèle? L'État cherche 60 milliards d'euros. D'accord? Bon, plus. Non, là, pour cette année-là. Oui, il cherche 60 milliards d'euros. C'est le montant des cadeaux qu'il a fait
Bien moins. aux plus riches, aux plus, Tout à fait. Bien moins. aux plus fortunés. Exactement. Et il vient les chercher dans les caisses des collectivités, dans les caisses des contribuables. C'est-à-dire qu'à quel moment on se dit, mais qu'il faut changer, là encore, il faut changer de paradigme. Et on ne peut pas toujours prélever les mêmes. On parlait du budget des collectivités locales, on parlait de l'octroi de mer. L'octroi de mer, il est payé par des Martiniquais et des Martiniquais. Il n'est pas payé par quelqu'un d'autre. Hein. Donc cet argent qui va dans le budget des collectivités, il vient du territoire. Il ne vient pas de la TVA qui est collectée sur l'ensemble du territoire français et que l'État nous reverse sous forme de dotation. Il ne vient pas de là. D'ailleurs, l'État a décidé de diminuer de 2% le reversement de la TVA qu'il fait à la collectivité territoriale de Martinique, comme pour toutes les régions. Comme pour toutes les régions. Parce qu'il a besoin d'argent. Donc il vient le chercher dans ta poche. Mais pourquoi il a besoin d'argent? Pourquoi il a besoin d'argent? Parce qu'il a fait des exonérations à un certain nombre de contribuables qui n'en avaient pas besoin. Et tant qu'on va pas changer ce modèle-là, on va chercher des solutions. On va réduire des dépenses, on va y compris augmenter des taxes, c'est ce que certains ont fait. Moi, je ne fais pas ça. La ville de Fort-de-France était la collectivité où la taxe sociale était la plus élevée quand j'ai été élu maire de Fort-de-France. On était numéro 1. Aujourd'hui, on est 12e. 12e. Et tout le monde n'a pas encore voté. Bon, 13, là, tout le monde n'a pas encore voté, n'a pas encore commencé à voter les taxes pour 2025. Ok, je pense qu'on va encore dégringoler dans le classement. C'est des solutions que, malheureusement, un certain nombre de mes collègues n'ont pas le choix que d'appliquer ces solutions-là. Parce que l'État, lui, a fait d'autres choix. Et en fait, il faut contraindre cet État, ces gouvernements, à rééquilibrer leurs choix budgétaires. Parce que on va arriver à la limite de cet exercice-là. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont les collectivités locales qui portent les investissements. C'est pas l'État qui fait les investissements. C'est pas l'État qui construit. Ce sont les collectivités locales. Et en faisant ça, on réduit la capacité des collectivités locales à faire les investissements. Lorsque tu ponctionnes sur le budget de la ville, par exemple, parce que Michel m'a dit, ouais, quand vous êtes en déficit, mais lorsque tu ponctionnes de la recette réelle, de la dotation globale de fonctionnement, lorsque tu ponctionnes cette dotation globale de fonctionnement de 2012 à 2017, et que chaque année tu enlèves 2, 3, 4 millions d'euros, et que donc le manque à gagner dans le temps, il est de 5, 10, 20, 30 millions d'euros, c'est autant d'argent qui n'a pas été investi dans le territoire. Mais il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Comment Macron peut trouver de l'argent pour donner à l'Ukraine pour faire la guerre et ne pas aider les Français qui souffrent, qui dorment dans leur voiture pendant l'hiver, ou les Martiniquais qui n'ont pas assez d'argent pour vivre? Les gens ne peuvent pas comprendre tout. Parce que c'est une conception. Le problème n'est pas de donner de l'argent à l'Ukraine. Il faut pas se tromper. Hein. Le problème n'est pas de donner de l'argent à l'Ukraine pour aider l'Ukraine à se défendre. D'accord? L'argent que tu donnes à l'Ukraine, c'est sans commune mesure avec l'argent qu'on a prélevé et qu'on prélève dans la poche des Français pour le donner à des multinationales qui n'en ont pas besoin. Pour le donner à des contribuables qui n'ont pas besoin de cet argent-là pour vivre au quotidien. Oui, ça, je suis d'accord. Et en fait, c'est ce problème de justice et d'équité sur lequel il faut se pencher. Le fait d'aider l'Ukraine, c'est pas ça qui va... La guerre en Ukraine est finie, les cadeaux aux multinationales et aux contribuables les plus fortunés demeurent. Ouais. Et donc, pour régler le problème, il faut rééquilibrer il faut de la justice fiscale. Pourquoi je n'ai pas augmenté les impôts? Pourquoi les maires qui m'ont précédé n'ont pas augmenté les impôts? Parce qu'on a pratiqué de la justice fiscale et qu'on a élargi la base. Et on a fait en sorte, on a fait les enquêtes, et on a fait en sorte que les gens qui ont construit une maison, si on faisait ça beaucoup avant, on construit des maisons sous pilotis. Et puis, sous la maison, tu fais un appartement, 2 appartements, 3 appartements. Mais tu ne payes des impôts que pour la maison. Et puis, l'autre qui a déclaré sa maison, lui, il paye plein pot. Et toi, tu payes juste... Je suis à la commission des impôts. Ah, j'ai cru que tu allais dire où tu as fait ça. Non, il voit ce que je dis là. Et donc, la justice fiscale, c'est de faire en sorte que celui qui a fait ça paye les impôts qui correspondent à sa réalité. Alors, et donc, ça permet de mieux répartir l'effort et de ne pas faire peser l'effort sur un petit nombre. Et je vais conclure sur ça. Oui. Lorsque l'État décide, lorsque le gouvernement décide de supprimer la taxe d'habitation et de ne laisser que la taxe foncière, qu'est-ce qu'il fait?
Et de supprimer le parti des APL aussi pour les pauvres. Hein. Non, mais il supprime la taxe d'habitation et les taxes foncières. Ça veut dire qu'il va taxer uniquement Que les propriétaires. Que les pas ceux propriétaires. qui consomment le service Ok. public. Donc, il fait porter l'effort par un plus petit nombre. Au lieu de faire porter l'effort par tout le monde. Nous utilisons tous du service public. Tu passes sur la route et comme moi-même, tu tombes dans un trou et tu râles. Après le maire. C'est pas toujours le maire. C'est aussi des fois le président de la collectivité. Si on est compris Amazon, Google, Carrefour, etc. Voilà. etc. Alors, Et en Michel, pour faisant terminer. pas l'effort sur un petit nombre, mais c'est injuste comme système. Oui, mais c'est Et clair. ça, c'est juste. c'est encore une fois. Et là, je suis assez d'accord avec Michel, hein, l'ultralibéralisme. Bien. Qui Michel, c'est favorise toi. les On plus termine fortunés. après Après, Mathieu. c'est moi. Bon, alors, Après, je vous en prie. bon, 2 mots. On parlait quand même du budget de la collectivité territoriale. Hein. Bon, on est revenu sur le budget de la ville de Fort-de-France. Alors, bon, les causes, nous sommes d'accord sur le fait que dans le budget 2025, on va enlever des moyens aux collectivités et que la collectivité territoriale de Martinique, comme les autres collectivités, donc, vont subir des baisses. Bon, j'ai le rapport d'orientation budgétaire. Le rapport d'orientation budgétaire, les recettes vont diminuer de 2,6%. Bon. Par conséquent, c'est exact. Mais, alors, pourquoi l'État est obligé de faire ça? Parce que ce n'est pas un problème de dépenses exagérées, mais, vous l'avez dit, c'est un problème de recettes. C'est qu'on a détaxé les multinationales, les capitalistes. En gros, je vais dans un grand trait. Hein. Caricaturé. La politique de Macron, c'était faire de cadeaux aux riches. Hein. Je vais très rapidement. Et ce qui manque dans les caisses, c'est l'argent qu'on aurait dû prendre sur les riches. Bon, et on le reprend. Bon. Les solutions qu'a avancées Madame tout à l'heure, c'est les solutions qui sont avancées par le nouveau Front populaire. C'est-à-dire, il faut taper là où il faut taper. Il faut rééquilibrer. Bientôt Il aussi. faut équilibrer. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Nous sommes d'accord. Mais, le problème, c'est que M. Letchimy a été élu avec un programme de promesses non financées. Et il est en train de découvrir en 2024-2025 que ce qu'il avait promis, il ne pourra pas le faire. C'est ça la réalité. Mais il ne savait pas qu'il y aurait eu ça pour la vie chère, Et puis, par il savait pas que exemple. vous allez laisser un trou là Alors, aussi. surtout. le problème aujourd'hui, Et on découvre, Le on problème- découvre aussi le- les le- factures, la pile de factures le qui problème- est sur le bureau là. le problème- réalité, c'est une réalité. le problème aujourd'hui, Oui. c'est qu'en 2024-2025, la Martinique est confrontée, d'une part, à une politique d'austérité de l'État français. Ça, c'est une première. C'est ce qui se traduit, c'est ce que expriment les orientations budgétaires qui ont été votées récemment. Enfin, non, on ne va pas été votées. Bon, prend voter, acte. voilà, c'est c'est débattu. prend acte. Il n'y Ça a pas de été vote débattu, pour les ça a été orientations. débattu. Et puis la deuxième chose, c'est que, là, effectivement, la Martinique a vécu une crise de la vie chère. Elle doit apporter des réponses. Elle doit apporter des réponses de fond, celles que nous avons évoquées tout à l'heure. Elle a d'abord apporté des réponses d'urgence, c'était nécessaire. Diminuer les prix de 20%, soulager les Martiniquais les plus faibles. Bon, alors il y a une dame que tu as reçue de ta télévision, Mireille Pierre-Louis, qui dit que la crise de la vie chère, c'est pas une crise de la vie chère, c'est une crise du pouvoir d'achat, et c'est une crise des revenus. C'est parce que les revenus sont trop faibles que les gens ressentent la vie chère. Bon. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas chère quand même. Hein. Oui, alors Ce qui veut pas dire, oui, c'est parce que les revenus sont trop faibles que tu le sens passer, mais ça ne veut pas dire que lorsque tu as mis 4 trucs dans un chariot et que ça te coûte 100 €, que c'est normal. je te dis ce que dit Mme Mireille Pierre-Louis, je n'ai pas dit que je partage ce qu'elle dit. Bon. Et tu promotionnes ce qu'elle dit. Non, parce il a que pris ça comme exemple. Parce que par ailleurs, Alors, par ailleurs, elle dit des choses très justes Oui. sur la question de l'octroi de mer. Absolument. Elle dit sur des choses très justes en disant que ramener les prix au niveau de la France, c'est irréaliste.
Mais ça Alors, pour mérite une savoir si c'est rediffusion. alors. irréaliste, il aurait C'est fallu que la irréaliste. grande distribution C'est économiquement irréaliste publie et c'est ses idéologiquement comptes. assimilationniste. Pour Bon, on va rediffuser savoir cette si émission. c'est irréaliste, Bon, il aurait avant fallu que que je la fasse grande ça. distribution publie ses C'est- comptes pour c'est évaluer. économiquement, et elle démontre. Avec quoi Elle démontre que la distance a un coût. Mais bien sûr. bon. Mais est-ce que Par les conséquent- 40% de par vie chère Bon. sur Oui, l'alimentation je sais que vous ne n'êtes sont pas pas d'accord, rattrapés? mais C'est pas sur l'alimentation seule, laissez-moi c'est pas aller sur pour la- le bon raison. Oui, mais Ok. les Je voudrais 40%, simplement- c'est S'il vous plaît, l'alimentation. s'il vous Non, plaît, allez, donc, s'il vous plaît. Alors, je voudrais juste faire Attends, Michel finit parce que là, Grégory est en train de Mais gueuler nous là. avons le Mais devoir certaines choses, de c'est au-delà prévoir des 40%. un changement de modèle, de 200%. refonder le modèle économique martiniquais, et moi j'ajoute de refonder le modèle politique martiniquais. Pour Bien refonder le modèle économique, Il y a un congrès, bientôt. Il y a un congrès. Au-delà du congrès, c'est pour ça que d'ailleurs qu'a demandé Didier aurait pu le dire Le tout à l'heure problème là, martiniquais, que c'est Serge pas Letchimy seulement- a demandé la mise en place d'une loi et en tout cas que les élus vont travailler programme. dessus, d'une loi programme et que les élus vont Peut-être. travailler dessus Il y a un programme d'orientation, mais oui, et- pour construire. Tu as fait une réponse d'urgence, mais ça Tu peux suffira l'appeler pas. comme tu veux. Ça suffira Non, pas. mais monsieur le maire, il faut qu'on en finisse là. Moi, je Construire des solutions. je voudrais simplement dire Pour rapidement, refonder les solutions, tu peux l'appeler loi d'orientation. Ils sont loi de très programmation, dissipés ce soir. Mais je voudrais Messieurs les simplement- conseillers municipaux de Fort-de-France, s'il vous plaît, laissez Mathieu finir. Non, je voudrais très simplement dire quelque chose de très important, S'il vous pour plaît. l'ensemble, parce que j'ai entendu des choses les derniers temps, notamment en matière d'agriculture. Par exemple, que la CTM prend beaucoup de temps pour traiter les dossiers de tout ce qu'on appelle qui tourne autour du FEADER, c'est-à-dire que le Fonds de développement pour l'agriculture, pour aider les agriculteurs à s'installer, entre autres, ou à faire des investissements. Je voudrais rappeler quand même l'histoire, parce que beaucoup de personnes oublient l'histoire, dont notamment ces personnes-là qui ont déposé les dossiers. Ces personnes-là ont déposé majoritairement leurs dossiers où? À la DAF. Et entre-temps, la collectivité territoriale, en mars 2023, a hérité et est devenue autorité de gestion du FEADER, de cette partie des fonds européens-là, sur l'agriculture. C'est important, c'est bien, moi je valide ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ce transfert? Lors de ce transfert, l'État a transféré 487 dossiers non traités, c'est-à-dire ce qui correspond à plusieurs années. En plus d'avoir transféré ces 487 dossiers non traités, normalement on vous transfère du personnel avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Le personnel de ces gens-là qui connaissaient ces dossiers-là, qui étaient habitués à travailler au quotidien et qui demandaient les gens les pièces, etc., ils ont décidé, certains ont décidé de ne pas être transférés à la CTM, de regagner l'Hexagone, d'aller à droite à gauche. Ils sont libres, ils sont fonctionnaires d'État. Donc la CTM est obligée de faire quoi? Recruter du monde, quand on parle de coûts pour les collectivités, donc recruter du monde, de renforcer, transfert non compensé, pour pouvoir, le FEADER, pouvoir traiter ces dossiers-là, ces 487 dossiers-là. Donc il y a un travail monstre qui est en train d'être mis en place pour qu'on puisse résorber ces 3 ans de retard de dossiers sur le FEADER qu'on a mis en place. Donc ce n'est pas la faute de la collectivité, parce qu'on entend dire que c'est la collectivité, alors que avant, j'ai jamais entendu ces mêmes personnes-là aller dénoncer ni aller manifester devant la DAF pour dire pourquoi ça fait 3 ans que j'ai déposé mon dossier à la DAF et qui n'est pas traité. Et on sait que le domaine, quand on parle de développement économique, de vie chère, etc., et que c'est important que ces agriculteurs-là, et nous, on sait l'importance que ces fonds-là ont pour ces agriculteurs qui sont déjà au quotidien en grande difficulté, notamment avec l'augmentation du prix des intrants et du matériel, qui est au quotidien, qu'ils ont besoin pour pouvoir développer, voilà, exactement, et qu'ils ont besoin de quotidien pour pouvoir produire. Donc la collectivité a mis des efforts très importants, notamment financiers, pour pouvoir résorber ces dossiers. Donc la collectivité aime ses agriculteurs et travaille pour ses agriculteurs. C'est ce que je tenais à rectifier ce soir par rapport à ce que j'ai entendu les derniers temps, un peu partout. C'est une déclaration d'amour. Alors, Karine, pour terminer, alors, je voulais Grégory, parler... encore 2 minutes, s'il te plaît. Pardon, Grégory. Je voulais terminer sur le convoi convoi de la réparation de non, M. Malsa. Ça n'a rien à voir avec chose. le convoi de la réparation, mais c'est un convoi de mobilisation quand même, qui aura lieu dimanche à partir de 8h au départ du parking. Ce dimanche 10 novembre 2024, à partir de 8h, sur le parking du TCSP de Ducos. Le but, c'est de sensibiliser la population quant aux méthodes de la grande distribution, à savoir prendre des terrains à proximité des bourgs, donc minimum entre 1 et 4 km des bourgs, installer des Carrefour Market avec des bureaux et services qui vont entraver le bon fonctionnement des petites et moyennes entreprises des communes, les services aussi les endommager,
Ce sera le cas pour Ducos avec un centre commercial de 22 000 m² de construction à Pays Noyer au Bac, juste entre le McDo de Ducos et le rond-point de Carrère. Donc ce sera un Carrefour Market. Le permis de construire a déjà été signé. Ensuite, le convoi fera une halte au Saint-Esprit, au quartier L'Avenir, pour le même type de projet. Les travaux sont déjà bien plus avancés. Une troisième halte au Vauclin pour le carrefour qui est sur le point d'ouvrir dans quelques semaines. Et enfin, le convoi va s'arrêter aux Salines pour la sensibilisation à la défense du site des Salines, qui malheureusement, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que vous devez avoir reçue. Le site des Salines mérite d'être préservé. Nous avons un système unique, un écosystème unique au monde aux Salines. Et malheureusement, les commerçants des Salines ont reçu une lettre d'expulsion, d'expulsion entre guillemets, pour évacuer les lieux, le temps de faire des travées bétonnées pour normaliser leur exercice, sachant qu'ils ne sont pas sûrs d'être reconduits au moment où les travaux seront finis. Donc déjà, il y a des doutes sur l'exécution des engagements. Et en plus de ça, bétonner le site des Salines, ça ferait sauter au fur et à mesure les protections. Et ce que l'on veut, c'est préserver, bien entendu, l'activité commerciale aux Salines, mais respectueuse de l'environnement. Donc, on va faire un point là-dessus dimanche, 10 novembre. Le convoi part à 8h de Ducos et à l'arrivée aux Salines, il y aura un grand marché valorisant les produits, la production locale avec nos marchands que l'on connaît bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec le Modemas, le comité utile. Attendez, il faut que je les cite quand même tous. Donc le Modemas, le comité on les utile. connaît déjà tous, ce sont les mêmes. Sauver la vie saline, si tu permets. La Sopamar, le AirPrac, la CGTM. Alors, l'UGTM, je ne sais pas encore. Donc voilà, mais les jeunes agriculteurs de Martinique, Convergence Matinique, le MIR, bien entendu, Enlot Larel pour la vie, et d'autres syndicats et d'autres organisations notamment. Voilà, bien. Que je remercie. Non, merci beaucoup. Non, je tenais simplement à lui rappeler que dans le protocole d'accord qui a été signé, il y a le gel des surfaces de plus de 10 000 m². Je pense que ça l'aurait intéressé. Oui, mais j'étais là. Non, mais je simplement, je on lui va dis pas simplement que ce sur quoi elle semble se battre, ou moins qu'elle se bat. Oui, en tout cas, il y a déjà une solution qui est proposée sur cette partie-là. On sait bien que quand il y a ce genre de limite-là, on s'est passé en dessous pour passer sous les merci radars. Merci à tous les quatre, Grégory. Merci pour le générique. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Un bon week-end prolongé. Un bon week-end prolongé. Lundi février. Lundi février. Monsieur le maire, le lundi février. Le maire, il va défiler le 11 novembre. Non, on va défiler. Non, pas ni défiler. Non. Voilà, merci à tous. Ça débouche. On y va, Grégory. Pas défiler, mais déboucher.